on y est. On est dans l'épisode numéro 7 de 90 minutes sans filtre, les amis. Alors ce soir, on a beaucoup de chance puisqu'on va recevoir une investisseuse en immobilier. Mais avant ça, quelques tests son. Est-ce qu'on m'entend bien déjà pour commencer? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on me voit bien? Puisque pour celle-ci, on a changé de décor, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et on a décidé de mettre un fond pour bien comprendre pour les gens qui nous rejoignent de quoi on parle. Donc on nous entend bien, on nous voit bien, c'est parfait. Je vais attendre que mon co-animateur arrive, ça ne devrait plus tarder. Et ensuite on va pouvoir accueillir Emeline par la suite. Je vous rappelle juste un petit peu les règles avant de commencer, les amis. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. On y répondra. Mathieu se chargera de les poser à Emeline au fur et à mesure du live. Pensez, les amis, qu'il y a un record de likes à battre pour ceux qui sont de la communauté d'Emeline qui nous ont rejoints. Le record est de 75 000 et c'est Dimitri Larouti qui le détient. Salut tout le monde, bonsoir, merci, t'es le best, merci à tous. Salut Solarzen, j'espère que tu vas bien. Alors j'attends plus que mon co-animateur préféré qui, je crois, Mathieu, comment tu vas? Ça va, toi? Eh ben écoute, moi ça va parfaitement bien. Tu as vu, j'ai refait la peinture derrière. Eh oui, excellent ça. Je vais. Hop, Je crois que tu as fait la même peinture, non? je crois, ouais, regarde. Hop. Incroyable. Bon, il est 21h02, les amis. Sans plus tarder, on va pouvoir commencer cet épisode. Épisode où on revient dans le cœur du sujet, hein. Là, on est vraiment à nouveau en plein dans le sujet. On va parler d'investissement locatif rentable, c'est écrit juste là. Et comme invité, Emeline Mas, les amis, qu'on va pouvoir accueillir immédiatement. Je vais pouvoir, hop, l'inviter. Bougez pas, hein. Le temps pour moi juste de l'inviter, parce qu'il y a beaucoup On de voit monde. bien que je suis rentré en France, hein. Ça y est, j'ai Ah, retrouvé ça y est. mon stylo, mon calepin pour noter toutes vos questions. Alors, je vous explique un petit peu le temps que, voilà, tant qu'Emeline arrive. 90 minutes où vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Emeline qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être présent avec nous. Je note au maximum les questions qu'on va poser au fur et à mesure de ce live. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je les note et je les pose de temps en temps, dès qu'on a le temps, à Emeline. Super. Emeline, est-ce que tu nous as rejoint? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que Alors, tu es là? moi, je vous vois, je vous entends. Par contre, a priori, on me voit pas. Pour le moment, non. Attendez, et normalement, c'est bon. Coucou tout le monde, hola tout le Ah, monde. C'est bon, on me super. voit, on m'entend? On te voit, on t'entend. Est-ce que Il est tu as la 21h, je suis là. possibilité de mettre le fond aussi, Emeline, qui arrive ou pas du Yes, tout? alors attendez, je vais regarder tout de suite. Comme ça, on est tous Effet, de la même et couleur, quoi. je crois que c'est sans faute. Normalement, c'est bon. Je crois, hein. Ah, Parfait. il me semble que c'est bon là. Alors, franchement, le fond te va très bien. Merci. Super. Et je suis en grand en plus. Super. Incroyable. Bon, Hola tout le Emeline, monde. on est On est pas franchement, on mal, hein, est c'est bien. hyper content de te recevoir. Alors, Moi pour deux aussi. raisons. La première, c'est que tu es la première investisseuse avec un Ah, E à la fin qu'on reçoit. ouais. Et ça, franchement, c'est un véritable honneur. Parce que c'est vrai que souvent, on pense investisseur, mais il existe des investisseuses et c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Et la deuxième, c'est que moi, je suis personnellement abonné à toi depuis un temps certain et j'ai beaucoup suivi ce que tu dis. Donc, j'ai plein de questions. Je pense que les gens qui sont là ont aussi beaucoup de questions. On est plus d'une centaine déjà sur le live. Est-ce que tu peux commencer, Emeline, par te présenter? Ok, parfait. Alors moi, c'est Emeline Mas. Ça fait à peu près 5 ans que j'investis. J'ai pas commencé par investir par une réussite. Je me lance dans l'investissement et en fait, en gros, j'écoute une personne de mon entourage, donc je prends peur. Je précise, pourquoi je précise ça? Parce que pour moi, c'est important de comprendre que écouter d'autres personnes, se retrouver ici en live, poser des questions, etc., ça peut vraiment beaucoup vous aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'aller sur les réseaux, d'aller sur YouTube à l'époque. Bref, donc ouais, ça fait 5 ans que j'investis, ça fait maintenant plusieurs mois que je peux dire que j'en vis à peu près, j'en vis plutôt confortablement, mais j'ai beaucoup d'objectifs dans les prochains mois et années à venir, et je partage tout sur les réseaux, donc les gars, n'hésitez pas aussi à venir faire un coucou, et pour ceux qui me suivent déjà, coucou les gars.
Emeline, tu sais, nous ici, on veut tout savoir et l'émission, elle s'appelle Ouais, Sans filtre. T'as ouais. commencé par quoi comme métier? C'est quoi un peu Alors, pas ton enfance, mais presque, par quoi t'as commencé, quoi? ouais, déjà il faut que tu comprennes, enfin que vous compreniez que j'ai pas commencé avec quelque chose où on va aller être entrepreneur, être investisseur. J'en ai une famille vraiment modeste. J'ai mes parents qui sont encore en surendettement, qui sont fichés Banque de France. Donc je parle d'investissement et je parle d'argent, alors que c'est pas quelque chose de naturel et de normal chez nous entre guillemets. Et c'est même plutôt mal vu. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des personnes de ma famille. Dès lors que j'ai commencé à croire en mes projets et à en parler, parce que j'ai fait l'erreur de peut-être un peu trop parler dès le départ. Ok. Donc moi, je commence à me former il y a 5-6 ans. Je commence à regarder des vidéos YouTube, à tomber sur Grant Cardone, enfin des chaînes américaines, vraiment gros chiffres, grosse motivation, gros mindset. Donc directement, j'ai une profondeur de vision. J'ai quand même déjà envie d'aller chercher l'argent et envie de faire avec mon profil. Et je me limite pas avec ma situation qui était du coup. Quand je commence à investir, je suis déjà en CDD, je suis même pas en CDI, je suis au SMIC, j'ai même commencé en temps partiel. Je fais un projet de colocation, ok. Mais ce projet-là, je vais chez le notaire, je signe tout est parfait, tout est ok. Je m'en mords les doigts parce que grosse prise de valeur, grosse rentabilité, bref, tout était carré. J'ai peur à cause d'une personne de mon entourage, ok. Donc je reviens en arrière, ça c'était environ en 2018 à peu près, il y a 5 bonnes années, ok. Et donc je décide de quand même de faire un plus petit projet. Donc c'est pas forcément ce où je voulais commencer, mais je vais quand même me rabattre sur plus petit. Donc je commence avec un studio, ok. Alors après, attendez, parce que il y a un parcours quand même. Bref, c'est un peu le bordel. Je commence Non, par mais un studio. Attends, Emeline, Emeline. Vas-y. Donc, tu as commencé par une colocation ou par un studio, que je comprenne bien? Colocation aussi. J'ai commencé du coup par un studio. Enfin, officiellement, c'était à moi. Je l'ai loué réellement. Le studio, la colocation, j'étais à ça en fait. J'ai D'accord. signé chez le notaire. J'ai perdu T'étais pas 400 allé balles au... dans l'histoire. Ah oui, d'accord. Ok, Voilà. très bien. Donc je suis un peu dégoûtée. Par peur Oui, justement autour de ton entourage, parce que tu parles beaucoup de mindset, et c'est vrai que tu oui, abordes souvent les sujets de la peur, et oui. donc c'est par peur que tu n'y es pas allé. Oui, alors en fait, j'y suis allée, j'ai signé, mais tu as été un petit délai légal. Et donc, dans ce Ouais. délai légal, je suis retournée, j'ai dit non, bah en fait, on a eu tout, on a eu absolument tout partout. Alors, j'avais pris quand même quelques semaines et mois à trouver le premier projet, à me faire confiance, etc. Et en fait, oui, j'écoute une personne de mon entourage. Alors, il faut comprendre que c'était une colocation de 4 personnes avec gros travaux, ok. Donc déjà, à l'époque, on me dit, mais attends, t'es sûr que tu veux faire les travaux? Enfin bref, et j'en parle à une figure masculine de mon entourage, donc très militaire, bref. Et donc c'est vrai que cette figure-là, je vais quand même la respecter, je vais quand même l'écouter. Et du coup, quand il me dit ah bah oui, mais t'es sûr là le quartier, c'est pas ouf, je regrette mais tellement, vous imaginez pas, parce que grosse prise de valeur sur le marché, en face d'une école de commerce, en bref, il y a tout qui était carré, la cible, le prix, absolument tout, les travaux, grosse négo, enfin bref. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour avoir un premier projet rentable. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de peur et je parle beaucoup de mindset, parce que c'est vrai que selon où on se trouve, l'environnement où on est, si on est une femme aussi, si on est peut-être un peu plus ou moins jeune, et voilà, si on n'est pas entouré de personnes qui comprennent simplement déjà, purement simplement l'investissement, bah, des fois on est un peu dans la merde, on n'est pas forcément entouré et écouté. Donc ça a été compliqué pour moi dans les débuts. Et après j'ai dit bon bah vas-y, on va aller s'entourer, on va aller chercher les personnes qui ont le résultat que je veux obtenir finalement. Et je vais commencer à faire beaucoup plus de visites, beaucoup plus de choses qui vont pas m'apporter tout de suite dans l'immédiat forcément des projets. Mais je vais m'entourer je parle souvent de Pierre, de Marie, de Jean-Marc, de David, les 4 premiers les plus gros qui sont plus anciens que moi, bien plus vieux. Et en fait, en m'entourant comme ça, en les faisant clairement et littéralement chier, parce que les pauvres, je les ai vraiment chier, hein, c'est pas un petit peu, mais je les sursollicitais, c'était trop. Mais du coup, j'ai commencé à prendre confiance et aller chercher des projets adaptés à moi, rentables, etc. Et petit à petit, on commence quoi. Donc je commence avec un studio. Petit studio, on a 450 € de loyer, on génère 150 € de bénéf. C'est pas fou. D'ailleurs, ce studio, je vais le revendre bien pas si longtemps après pour encaisser 11 000 € de plus-value. C'est pas fou, mais ça m'a permis de me faire la main et ça m'a permis de prendre confiance. Et en fait, tout de suite après, on va sur des beaucoup plus gros projets dès le deuxième. Parce que dès le deuxième projet, je fais une division, je prends un 100 m², je divise en deux, je fais 2 colocs de chaque côté, il y a une cave, je loue la cave, je fais 2 caves avec la cave, donc j'arrive à diviser, louer 20 € et 10 €, 15 € les 2 caves. Donc on est sur des rentas qui sont quand même intéressants, on est sur du plus de 15% de Alors rentabilité, attends, on est sur un Emeline, marché qui toi, prend. excuse-moi, je te coupe, mais t'es dans quelle Vas-y. région, toi, Emeline, pour qu'on comprenne bien? T'es où? Alors, moi, Ou alors actuellement, t'investis où? tout de suite, actuellement, je suis sur Reims et quand je vais investir, j'investis à Reims ou autour de Reims.
J'ai D'accord. investi beaucoup dans le nord-est. Par contre, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé un peu à m'éloigner de chez moi en allant attaquer le nord et en allant attaquer un peu le sud-est, même si c'est pas des projets purement locatifs, parce qu'on a de la sous-location. Et on a 2 parkings, en gros. Voilà. Mais tout le reste est dans le nord-est, donc autour de moi, où je vais connaître un peu le marché. Et je commence sur Reims, du coup, parce que c'est là où je connais le plus. Et d'ailleurs, d'en avoir parlé sur les réseaux, je sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais moi, d'en parler sur les réseaux sociaux, je me suis fait péter des boîtes aux lettres. Donc, je sais pas si c'est justement parce qu'il y en a, ils voient je sais pas, une meuf qui arrive sur les réseaux, qui dit coucou, tiens, tu peux faire de l'immobilier et ça déplaît. Donc, comme quoi, on reparlait un petit peu du côté on est une femme, c'est pas quelque chose qu'on voit le plus souvent, etc. Mais c'est pas étonnant en fait parce que le recul et la réception de la chose qu'on peut avoir, même dans les entrepreneurs, même quand on rencontre des investisseurs, on n'est pas tout de suite écouté. C'est vraiment un truc où je peux vous dire, je me suis retrouvée à la table de quelqu'un qui me disait oui, mais moi j'ai fait tant de travaux, et c'était vraiment pas fou, mais j'ai essayé 5 fois, comme vraiment 5 fois, de aborder le sujet et j'ai galéré parce qu'en fait, c'est vrai qu'on t'écoute un peu moins. Puis moi, j'essaie d'y aller quand même, donc bon, donc voilà. Donc deuxième projet, je fais un 100 mètres Donc, carrés que je vais diviser en deux. Dis-moi, hein. non, non, mais c'est ça. Tu peux J'allais m'arrêter revenir. parce que Non, non, mais t'inquiète pas, je vais le faire parce que de toute façon, sinon je sais que tu feras tout c'est- live, je te connais. Je te oui, connais, mais on est pareil, donc bah, zéro problème, clairement, c'est pas ouais, une c'est reproche. parti, hein. Mais donc le deuxième projet, donc un 100 mètres carrés, une division, c'est ça? Tu divises en fin de compte un Yes. appartement en 2 appartements? C'est ça, en 2 appartements et je vais faire 2 colocs, donc il y aura deux locataires de chaque côté, ok. D'accord. Donc grosse prise de valeur parce qu'en fait on est sur un prix de géomètre carré qui était beaucoup plus bas que le prix du marché. Je crois qu'on est à 1 400 € le prix au mètre carré alors qu'on était déjà à 2000 et quelques le prix de mètre carré, donc déjà bien en dessous. Et avec la création de valeur, le fait de diviser, le fait de mettre des colocations, on est sur 15% de renta à peu près. Et puis je génère déjà à peu près 800 € de bénéfice à ce moment-là. Donc tout de suite, on passe de Alors quand 150 tu dis à de bam. bénéf, tu peux Pour bénéfice. expliquer c'est quoi le bénéf? Alors pour les gens Alors, qui nous écoutent et qui savent pas forcément ce que c'est, tu parles de cash ouais. flow ici? Yes. Alors, cash flow, bénéfice, c'est l'excédent qu'on va avoir. Alors, on parle de bénéfice brut en immobilier en général parce que ça va dépendre de comment tu le déclares. Moi, je génère à peu près 800 € net puisque comme mes premiers projets, je les déclare en meublé non professionnel. LMNP, je me mettais un peu LMP à un moment donné, mais bref. Ce qui fait qu'en fait, je vais payer très peu d'impôts puisque je vais amortir, déduire des charges, etc. Donc, quand je parle de bénéfice, c'est ce que je vais gagner mensuellement à peu de choses près, en sachant qu'il faut faire attention, les taxes foncières, ils sont dit, bon, on va les augmenter. Donc, on a une petite différence qu'il faut que je recalcule en réalité, mais de pas grand-chose. Donc, quand je dis 800 €, c'est j'ai payé toutes mes charges, j'ai payé la mensualité bancaire, j'ai payé les taxes foncières, pas réactualisées, j'ai payé les communs, potentiellement c'est des charges, etc. Donc tout ça, c'est vraiment la différence, c'est ce que je mets en gros dans ma poche. Je pense que c'est Ok. clair. Oui, 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 c'est très clair. Alors Donc, tu sais que Mathieu est expert comptable, donc de toute façon, si sur la ah, fiscalité c'est bloquant, il te posera la super. question. Alors pour le coup sur le meublé non professionnel, alors j'étais LMNP, je suis passée un moment LMP et après je suis repassée LMNP. Je fais mes liasses fiscales. Alors c'est un bordel un peu quand même, faut l'avouer, mais j'utilise un outil qui me permet un peu de m'y aider. Alors pourquoi moi d'abord je suis pas passée par un expert comptable à la base parce qu'en fait je me suis fait mal conseiller au départ. C'est vrai que ça c'est un petit truc tout bête, mais je contacte un comptable donc je fais quand même ma déclaration, etc. Et en fait j'ai dit au comptable il y a un problème, ils m'ont pas mis au réel alors que j'ai demandé à être au réel et moi j'ai pas gardé, vous savez, le document, le CERFA qui lors de la déclaration, je crois que c'est le PZOI, enfin bref je le déclare, je le garde pas. Et ce comptable me dit mais non, enfin je sais plus ce qu'il me dit, il me fait faire des merdes en fait. Donc après, j'ai décidé, désolée, donc je pense que, heureusement que, j'espère que toi t'es pas comme lui, je pense pas. Mais c'est quelqu'un qui m'a eu au téléphone, a vu qu'il avait une nana au téléphone, n'a pas pris au sérieux en fait ce qu'elle disait. Et donc du coup, bah en fait, j'ai pas trop le choix de mettre complètement, vraiment la tête dans la fisca. Heureusement, j'ai eu un peu Pierre parce que c'est pas les trucs de, enfin voilà, sur les trucs de fiscal et c'est écrit en droit, c'est pas fait pour te faciliter non plus la compréhension quand t'es pas dedans. Et donc, du coup, je déclare mes liasses fiscales. Donc, normalement, ça va. Sur D'accord. les Alors déclarations meublées. on Je me reviendra, permets- on reviendra juste après dessus. Non, tu avais une Ouais, question, Mathieu. Ouais, juste parce que tu as parlé de LMNP, passage en LMP pour revenir en LMNP. yes. Est-ce que tu as fait attention parce que ça s'appelle là, c'est une fiscalité qu'on appelle sur des biens mutants. Mhm. C'est-à-dire que tu n'as pas, et j'en profite pour tout le monde qui a du LMNP, quand vous passez en LMP, vous n'avez pas de fiscalité sur la plus-value. Par contre, quand tu passes du professionnel au non professionnel, là, tu as de la fiscalité. Oui.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est Donc, pour ça qu'on a fait au bon moment, vraiment des arbitrages au bon moment sur le LMNP du coup, et pas sur les MP. Euh, Entre-temps, je continue du coup parce qu'il y a un petit Oui, process. Comme exactement. ça, Le vous deuxième. avez un petit peu un recul de ce qui a été fait entre guillemets. Alors il y a eu des choses plus ou moins. Donc, je fais ce projet-là et du coup encore en LMNP. Je déclare, enfin, je fais un immeuble de 3 lots dans le nord-est de la France. Pareil, on est sur des bonnes rentabilités. Bref, On j'ai peut avoir la ville ou environ pas? alors on est sur Avesnes-sur-Helpe, proche de Maubeuge, mais j'évite, je vous le dis, j'évite parce que simplement je me suis fait déjà éclater des boîtes aux lettres. Mais en général, je pense que si tu viens dans les lives, tu captes qu'à chaque fois il y a des trucs qui sortent et vraiment il y en a pas mal, donc bon c'est tout. Donc on est sur du 1 400 € de loyer à peu près. Et en fait à ce moment-là, c'est vrai que les taux ils sont quand même bien plus bas. Si on revient presque 5 ans en arrière, 4 ans et demi en arrière. Et du coup, je suis un taux, je crois que je suis à 1,2, enfin une connerie comme ça. Donc j'ai 400 € en gros de charge quoi. Donc il y a 1 000 € à peu près de bénéfices sur ce projet. Gros travaux, grosse réhabilitation. On est à 85 000 pour le montant. Si vous voulez un peu vous rendre compte. Donc Euh, 85 000, Tout 85 000 compris. le montant. Ouais, tout D'accord. compris. Du coup, t'as les frais notaires, t'as les travaux et à ce moment-là, je mets 5 000 € de ma poche. Alors avant, je mets 0 € de ma poche. Je Sur fais le en premier? fait le premier et le deuxième, je vais retenir au maximum. Alors je dis pas que c'est simple, mais je fais vraiment mon maximum tout le long du process pour qu'en fait le point le plus important, ça va être la trésorerie. Parce qu'en fait j'ai le recul, si tu veux, de l'entrepreneur. Et moi qui m'intéresse un peu à vous allez voir, je suis un peu bref freestyle, on est un peu partout en même temps, c'est multicasquette, mais c'est presque trop. Donc je suis aussi intéressée par la reprise d'entreprise, par les difficultés d'entreprise, etc. Et comme je parle avec des investisseurs qui sont bien plus vieux, je comprends que le plus gros point important et qui peut faire en fait même un peu tout casser, tout cafouiller, même revenir à des choses qui peuvent être catastrophiques, c'est la gestion du cash flow, donc la gestion des flux de trésorerie et la gestion de la trésorerie en général. Donc en fait, je vais tout faire dès le départ pour, même si je suis pas hyper rentable et que j'ai fait un petit abandon au début, faire à ce que tous mes bénéfices soient le plus élevés possible, faire à ce que je mette le plus de différés possible, que je ne touche absolument pas aux bénéfices les premières années. Et donc dans mon troisième projet, c'est pareil, j'essaie de mettre le moins d'apport possible. Ça a été vraiment pas simple à ce moment-là, mais je me débrouille. Mais je fais 5 000 € de travaux quand même. Je précise, il y a 5 000 € à peu près de ma poche. Et je continue comme ça au maximum dans tout le processus. Donc encore une fois, le différer au maximum. Je saigne, je presse vraiment le citron parce que je sais que plus je vais presser, plus je vais avoir de la trésor. Et plus par la suite, si moi je veux vraiment faire du levier, on va quand même me regarder comme quelqu'un qui fait de la gestion financière et pas seulement qui va investir pour investir et qui veut du patrimoine et qu'on regarde mal parce que on n'est pas vieux, on n'est pas un mec, on n'arrive pas avec la grosse dégaine, tu vois. Donc, entre-temps, enfin, un peu le temps se passe, parce qu'il y a quand même des travaux, il y a tout ça, tout ça. On passe sur un immeuble de 5 lots, mais là, attention, là, il y a création de holding, il y a création de SCI, donc là, on utilise un petit peu la trésor, du coup, qu'on a constitué, en plus de l'épargne salariale. Et ce que je fais directement, et je pense que c'est un conseil que je peux vous donner, ça peut être une bonne idée quand même. Quand je crée la holding, mon mec, à ce moment-là, il n'est pas trop dedans. Et il est dans lui, ses projets à lui, en fait. Il fait un peu de log de voiture à ce moment-là. Bref, il est dans ses projets à lui, en fait. Et moi, j'ai quand même l'idée de me dire, bon, on va créer la holding, mais on va mettre monsieur, ok? Donc, je réalise l'immeuble de Saint-Cloud, et là, c'est vrai qu'il commence un peu à voir, en fait, les intérêts. Je lui explique un petit peu l'intérêt de tout ça. Donc, en gros, lui-même, il se motive à vouloir investir, et ça, il a envie de continuer aussi, en fait. Il a envie de lever un peu plus, etc. Donc, on fait l'immeuble de Saint-Cloud, que je vous ai partagé récemment, d'ailleurs, avec les dernières photos que j'ai retrouvé des vidéos, mais enfin, bref, c'était pas simple, hein. Donc on a du coup environ 2500 € de loyer pour environ 1000 € de cash flow. Pareil, il faut que je reprenne les taxes foncières du coup parce que ça a remonté, j'ai un peu eu Donc la attends, surprise même si... attends. 2500 € de loyer, Oui, 1000 € de cash flow, donc ça veut dire qu'en gros, tu es en train de nous dire que tu as 1500 € qui représentent mensualité de crédit, charges, etc. Assurance, il n'y a pas de taxes copro, foncières. ouais, il y a pas de... Alors taxe foncière encore pas réactualisée, mais en gros c'est à peu près ça, en sachant que il n'y a pas de copro du coup parce que c'est un immeuble que j'ai en pleine propriété. Et à l'époque, à ce moment-là, les taux étaient encore un peu plus bas, on est sur 200 000 € en gros de projet. Donc, tu as à Ok. peu près une idée Donc, de les mensualités, donc pour ceux, etc. je m'excuse, je te coupe, Ouais, Emeline, vas-y, mais vas-y. pour ceux qui nous écoutent, vous êtes sur 90 minutes sans filtre, ça a lieu tous les lundis soirs à 21 h, les amis. Pensez à tapoter. Alors pour Ouais, tapoter, pour ceux liker. qui veulent, c'est juste ici, sur mon front.
Il y a un record à sur battre, c'est 75 000. C'est Dimitri Larouti qui le détient, qui parlait aussi d'investissement immobilier locatif d'ailleurs. Qu'on comprenne, donc pour que tout le monde comprenne, Emeline, ce qu'elle explique, c'est qu'en gros, son loyer, pour la faire un tout petit peu plus simple, est le loyer de 2500 euros. En fait, couvre non seulement le crédit et en plus Oui, lui rapporte dans sa poche 1000 euros à pouvoir payer les charges, etc., etc. Donc la plutôt base. très très rentable. Et donc Oui. ça se passe dans l'est de la France. Pareil, dans le nord-est de la France. Là, on est sur le nord, on est un peu plus au nord, on est proche Lille. Ok. Je dis nord, nord-est, on a un peu les deux, puis on a autour de Reims, Reims en gros. Vraiment nord-est, et je te dirai après, tu verras qu'on va descendre un petit peu dans le sud-est et pourquoi à ce moment-là j'ai investi dans le sud-est et je me suis un peu reculée du nord-est. Alors, après ce projet, qu'est-ce qui se passe? C'est que bon, j'ai quand même fait du levier rapidement, j'ai quand même de la dette, j'ai pas un gros salaire, mon mec il fait ses propres trucs à côté, il a lui-même une holding qui est dédiée à autre chose, du coup parce qu'il se lance dans le truc de la voiture, il fait ses sociétés, enfin bref, d'ailleurs qu'il fait plus actuellement, mais peu importe. Et donc, je suis quand même un petit peu limitée, c'est un peu limitant. Deux solutions s'offrent à moi et c'est un peu l'objectif quand j'achète le 5 lots, c'est de faire une main levée hypothécaire. C'est financé en hypothèque et ce que je voulais faire, c'était vendre un des 5 lots, ok, pour potentiellement encaisser et cet encaissement me permettra d'avoir encore plus de trésor et d'aller chercher encore des projets ultra rentables. Je ne l'ai pas fait, je décide finalement d'arbitrer le mien le moins rentable, donc rapidement quand même, le moins rentable de mes projets. Le studio du coup, je l'ai dit tout à l'heure, le premier studio, je le vends avec 11 000 euros de plus-value, donc après impôts, etc., hein, parce que tu n'es pas déclaré en résidence principale. On a le fisc qui passe par là, mais j'encaisse quand même 11 000 euros, puis je me libère un peu de la dette et puis d'une rentabilité qui était du coup la moins intéressante pour moi. Je vois doucement sur l'ecstasy, les gars, vous n'êtes pas prêts, je suis hyper actif. Faut s'habituer, faut réussir à suivre. Hein. C'est vrai que faut pas hésiter à m'arrêter, à me faire ralentir. Mais c'est clairement des messages que j'ai à chaque fois, donc je suis pas habituée. Donc bref, qu'est-ce qui se passe ensuite encore dans le Nord? On va faire en fait avec cette fois-ci mon conjoint qui est bien plus avec moi quand même, faut le préciser. On va faire une division encore, mais cette fois-ci grand palier, on va faire 3 lots. Ok, 3 lots, il y a un parking, il y a une cave. Là, on est sur 400, 450 euros. On a 1230 euros de loyer. Alors, à peu près, ça change un peu. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, donc, c'est de la location étudiante. Pareil, proche Lille, ok. Location étudiante, mais en fait, à la base, on l'a construit de manière à ce que ça puisse répondre à une demande de location courte durée. Sauf que, on lance le différé bancaire. Donc, différé bancaire, en gros, on paye pas on paye que les intérêts bancaires à ce moment-là. On ne paye pas la mensualité, le capital à rembourser. Donc, on veut louer vite et rapidement pour continuer à encaisser. Et en fait, on commence à mettre des annonces pour voir à peu près, même en simple, même si on avait déjà une idée. Et ce qui se passe, c'est qu'on a là les demandes et on dit, ok, vas-y, on valide, on tape les travaux en speed, mais vraiment en speed. Et depuis le temps, en fait, on n'a toujours pas changé de locataire. C'est toujours les mêmes locataires. Il y en a un qui est parti, ok. Et là, ça fait 1 an et demi que le mec il reste. Et c'est des étudiants sur des longues, quand même des longues études. Je crois qu'il y a un mec en psycho, enfin psy, c'est ça, psy. Bref. Et donc en gros, ils sont là depuis un certain temps. Donc on n'a pas cherché à mettre en courte durée, mais on devrait pouvoir monter quand même davantage le loyer. Mais pour ceux qui débutent ou qui investissent pas, il faut quand même prendre conscience et comprendre que quand on fait de la courte durée, il y a quand même des charges aussi, etc., la fiscale, etc. Donc on a laissé en simple et on génère à peu près 400 euros de bénéfices avec ce projet. Voilà. D'accord. Donc, Ok. donc là, on est au combienième projet là? On est, alors, parce que, en effet, tu vas très vite, mais Ouais. Il y en studio 100 mètres carrés, a. derrière, Ouais. il y a l'immeuble, donc c'est le Ouais. quatrième projet? On a le studio, la colocation de 4 personnes avec cave. On a l'immeuble de 3 lots, l'immeuble de 5, mais entre-temps, je revends mon studio, ok. On a la division pour 3, donc que je fais avec mon conjoint. Il y a cave et parking, mais ça ajoute pas grand-chose dans la renta en tout cas. Et du coup, ensuite, parce qu'il y a un ensuite, du coup, on a arraché le truc quand même. Il y a une coloc de 3 personnes que j'ai revendue directement dans la foulée. Donc en fait, c'est un petit peu limite. D'ailleurs, j'ai déclaré comme il fallait. Hein. Mais je vais financer en indiquant petit tips pour ceux qui arrivent par là. J'ai demandé à la banque, c'est pour ma résidence principale. Du coup, bon, il est à Reims. Hein, à ce moment-là, j'habite encore à Reims. Donc, on finance en mode résidence principale et en fait, on transforme un appartement en 3 colocations. Et globalement, on fait pas grand-chose, enfin pas tant que ça. Et pourtant, c'était très rentable derrière. Pourquoi? Bon, déjà parce que Reims, ça prend vite en valeur à certains endroits. Et surtout, ce qu'on l'a transformé en affaires, mais on a rajouté en gros une salle de bain. On a vraiment bien meublé quand même. On a rajouté tout l'essentiel pour des étudiants ou des travailleurs, parce que nous, on va louer un peu en courte durée à des personnes qui travaillent. Et donc,
Là, on est sur 400 euros à peu près. Il y a une cave également qu'on loue 30 euros. Il y a vraiment des caves qu'on loue à chaque fois. Une cave 30 euros, on a 1230, il y a 400, 410, 420, 400 à peu près, pour en gros 1250, 1260 euros à peu près pour ce projet. Et là, on est à presque 700 euros de bénéfices si on l'avait gardé suffisamment longtemps et qu'on l'avait mis en courte durée tout l'été. D'ailleurs, les personnes du coup qui ont repris, donc on l'a vendu comme une affaire, des gendarmes, l'ont récupéré avec une bonne rentabilité du coup. Et on a encaissé en vendant 55 000 euros de plus-value après impôt. Donc grosse prise de valeur par le fait qu'on l'a transformé en affaire, que la personne n'arrivait pas à le vendre. En fait, c'est un projet, faut analyser le marché, hein. C'est un projet qui, en fait, la personne le vendait comme de la résidence principale, donc ciblait des familles avec enfants, etc. Pourtant, le marché, lui, en question, il est en train de se transformer, donc il n'est pas vraiment pour de la résidence principale. Et puis, on était un peu dans une période un petit peu compliquée. C'est un peu après le Covid-19, hein. Je précise quand même l'immeuble de Saint-Cloud. Peut-être je vous perds, je suis désolée. L'immeuble de Saint-Cloud de tout à l'heure, justement, c'est en plein Covid-19. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, un petit peu après 2019, du coup, dans les périodes où en fait les banques, c'est galère à avoir un rendez-vous, faut faire des FaceTime pour avoir le banquier au téléphone. C'était clairement ça. Fallait que j'ai un FaceTime avec le banquier pour réussir à le faire passer. Et que à ce moment-là, on me dit quand même que c'est le pire moment pour réussir à investir, que c'est le pire moment pour faire du levier, alors que c'est en gros un des projets où en termes de dette, c'est le plus gros. Parce qu'on a eu 47 000, 178 000, 85, et là on est à 200. Donc vous voyez comme quoi, ça dépend en fait. Emeline, très intéressant ce que tu dis. Je voudrais juste faire un stop là-dessus, 2 secondes, pour juste repréciser quelque chose à tout le monde, que je répète souvent moi, donc je m'excuse, mais j'en profite juste pour dire ça. C'est très important. On peut que savoir si c'était le bon ou le mauvais moment d'investir après coup, les amis. Et ça, faut que vous le compreniez, parce que dans le Covid-19, par exemple, tout le monde imaginait au moment où c'était vécu que c'était le pire moment. En fait, il n'y a pas de bon ou mauvais moment, puisque le seul moyen de le savoir, si c'était un bon moment ou pas, ce serait de connaître l'avenir. Et comme on le connaît pas, on peut pas savoir si c'est un bon ou un mauvais moment. On peut faire que des prévisions. On peut faire que des prévisions. Et c'est pour ça que finalement, je rebute sur ce que tu as dit. Déjà, il faut comprendre que on va gérer, on va adapter quand même à son profil. On va essayer de toujours être. Désolée si pour ceux qui ont du mal à suivre, j'essaie de ralentir un petit peu. On va essayer d'adapter toujours son profil à ce qu'on va faire. On va essayer aussi d'être toujours pessimiste dans ses calculs. Donc, s'il se passe quelque chose qu'on n'aurait pas prévu, au final, c'est pas hyper positif, on va le calculer en amont quand même. On va réfléchir en court terme, donc rentabilité, mais en moyen et long terme. Et pour ceux qui me disent, oui, mais encore actuellement, on me dit, mais c'est le pire moment pour investir. En fait, c'est trop large. C'est le pire moment d'investir en France. Alors déjà, la France, c'est grand. Les marchés, il y en a plusieurs. Des projets, il y en a plusieurs. Des personnes, il y en a des différentes. Et donc, en fait, je pense qu'il faut adapter. Et je pense qu'on en parlera tout à l'heure parce que on me dit, mais est-ce que tu penses que qu'est-ce qui va se passer? C'est la crise de l'immobilier. Alors, c'est la crise de l'immobilier. Est-ce que vous savez pourquoi on dit que c'est la crise de l'immobilier en réalité? C'est juste parce que les taux, ils augmentent. C'est normal, l'inflation, il augmente. Parce que, en gros, les personnes ont peur par rapport à ce qu'on leur dit. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Il y avait un élément très important. Oui, en gros, l'État, en fait, ce qu'il fait actuellement, c'est de se dire, bon, on va arrêter un peu les projets niche fiscale, on va un peu casser les couilles aux propriétaires et on va arrêter un peu le Pinel. Donc, en réalité, c'est tout ce que moi, j'ai pas envie de faire, tout ce que je conseille pas de faire, qui est en train de... Et que les taux, c'est pas forcément important. Et on en reparlera certainement un peu plus tard, du coup, je pense, de ça. Oui, parce que c'est la plus grosse crainte, je crois, des investisseurs, enfin des futurs investisseurs ou des personnes qui voudraient investir. Les taux. C'est pas forcément un problème. Parce que quand les taux sont bas, potentiellement, c'est plus facile de trouver et c'est pas forcément le cas. Puis quand les taux sont hauts, qu'est-ce qui se passe globalement? Il y a encore moins de personnes qui achètent, il y a encore plus de personnes qui demandent des logements. À l'heure actuelle, il y a encore plus de personnes qui demandent des logements, il y en aura encore plus. Surtout, l'État fait quoi? On arrête de faire du neuf, on arrête de proposer du Pinel, donc il y a beaucoup moins de personnes qui font du neuf, il y a la population qui augmente, il y a des marchés qui font constamment que d'augmenter, et il y a des personnes pourtant qui ont peur d'investir, alors qu'en réalité, c'est toujours encore une fois l'opportunité, et qu'aujourd'hui, justement, on parle de baisse qui pourra arriver, qui est déjà arrivée. Alors la baisse, elle se fait pas sur tout ce qui est résidentiel, elle se fait pas sur tout ce qui est locatif en général. On parle surtout pour les bureaux, comme aux États-Unis. Je vois un petit drapeau États-Unis, c'est ça. Faut regarder ce qui se passe dans les marchés britanniques et américains. Et en général, on récupère un petit peu les mêmes trucs. En vrai, c'est pareil. C'est pareil parce qu'aujourd'hui, on voit que les bureaux, on voit que les entreprises pour leur investissement qui sont un peu limités, un peu limitants, mais pas pour le particulier.
Non, c'est pas faux. Faut me dire en quoi c'est faux. Encore une fois, je vais arriver tout à l'heure, je pense, avec des choses un peu plus précises, des stratégies que vous allez pouvoir mettre en place. Moi, je sais qu'en 2024, ce que j'ai fait en 2020, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et même 2023, et ce que je suis en train d'un peu faire, c'est plus adapté au marché. Ça me permet de réussir à faire des projets quand même ultra rentable, enfin très rentable en tout cas, et que en 2024, vous allez peut-être faire différemment parce que le marché, les choses qui se passent sont un peu différentes. Mais je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire ça. Le marché, ça fait 120 ans, il évolue. Ok, ça fait 120 ans qu'il fait que d'évoluer. Tu regardes juste les stats, tu regardes juste les chiffres. Les chiffres, ils mentent pas. Les gens ont peur, mais pas les statistiques. Ok, donc ça c'est super important et ça c'est quelque chose que je vois. Est-ce que tu t'es formé avec un tel ou quoi que ce soit? J'ai pas fait de formation en ligne à proprement parler. Je me suis formée à l'ancienne avec des papilles, des papilles pour moi, encore plus à l'époque du coup. Mais voilà. Donc on en était où? Mathieu, vas-y. Je vais te redire où t'en étais, mais Mathieu, tu voulais dire quelque chose, dis-nous. Ouais, alors juste pour resituer un peu, parce que sur TikTok, nous on a l'habitude, Emeline, je pense que tu as l'habitude aussi, mais il y a toujours des nouveaux arrivants. Yes. Donc, juste pour resituer, on a essayé aussi de mettre un fond pour que les gens, quand ils arrivent, ils puissent s'identifier aussi. Ouais. Et donc du coup, on parle d'immobilier. Alors parce que je dis ça pour resituer. Alors on a aussi un petit record, mais alors, on ne demande pas des cadeaux, mais on en rigole entre nous avec les records. Parce qu'on a fait 75 000 likes, c'est le record qu'on a fait sur ce live hebdomadaire 90 minutes sans fil qu'on a tous les lundis soirs à 21h. Pour les gens qui nous disent, parce que je vois certains qui viennent parler dans les commentaires, nous dire si on fait de la revente, il y a 1 million de commerces possibles. On n'est pas en train de dire que c'est ça. C'est le meilleur commerce, c'est juste que nous, on souhaite parler d'immobilier, on prend plaisir à parler d'immobilier. C'est juste que nous. Oula, j'ai un retour, non? J'ai un retour. Ouais, j'ai aussi. J'ai plus. Du coup, nous, on souhaite parler d'immobilier. On n'est pas en train de dire que l'immobilier, c'est le seul investissement possible. Moi, le premier, j'ai investi dans un cabinet comptable et non pas dans de l'immobilier pour commencer. Donc, tout ça pour dire que nous, on est là pour parler immobilier. Si vous souhaitez écouter, repartager ce live, c'est avec grand plaisir. Bien sûr. Du coup, j'enchaîne juste sur quelques questions qui ont été posées. Comme ça, on essaye aussi de répondre à ceux qui sont présents. On a LM qui demandait est-ce qu'en nom propre, avec un bon patrimoine, c'est mieux de faire de la SCI ou pas? Ça dépend des objectifs. Voilà, et on avait SolarZen qui demandait la différence entre pourquoi une hypothèque plutôt qu'un cautionnement pour continuer à investir. Alors, déjà, je vais répondre rapidement. Nom propre ou SCI, ça dépend de toi, ça dépend de ton profil, je le dis tout le temps, hein, ça dépend de tes objectifs. Est-ce que tu as un objectif aussi plutôt ancré dans le court terme, moyen terme, long terme? Moi, je te conseillerais toujours de faire réfléchir aux trois. Mais selon ce que tu vas faire, tu vas plus ou moins faire que du meublé, l'MP par exemple, parce qu'on a quand même une niche fiscale qui existe encore. Et puis tu peux faire des SCI pour faire même juste pas d'optimisation fiscale, mais j'ai des personnes par exemple, je vais prendre un exemple tout concret. Je parlais à un entrepreneur qui avait 5 millions, qui avait plein de trésors, qui était en train de payer coco les impôts, et je lui ai dit mais pourquoi tu fais pas des projets justement pas forcément sur des grosses rentales et chercher sur du neuf, etc. qui prendra beaucoup de valeur, alors que le particulier qui démarre, je vais pas forcément lui dire écoute, t'as 5000 balles de déco, tu vas peut-être pas aller faire tout de suite des SCI, c'est pas forcément ultra intéressant. Après, je sais que moi, avec le recul, j'ai des choses que j'aurais pas forcément fait comme ça, mais que ouais, globalement, ça dépend de toi en fait, ça dépend. Et c'était quoi la deuxième question? Pourquoi préférer l'hypothèque plutôt qu'un cautionnement pour continuer à investir? Alors, il y a deux raisons en réalité sur l'hypothèque. Alors, l'hypothèque, en gros, faut savoir quelque chose, c'est que ça sera pas visible par toutes les banques. C'est un peu borderline ce que je vais te dire, mais tu peux ne pas trop le montrer. Faites attention avec qui vous travaillez. Premier point. Deuxième point, pourquoi moi je fais une hypothèque? En réalité, c'est même pas pour ça. C'est parce que je veux revendre une partie de mes lots. J'ai 5 lots. Si j'en vends un 5e et que j'encaisse, entre guillemets, toute la vente, pour pouvoir faire ça, va falloir que je le négocie avec la banque parce que techniquement, officiellement, légalement, ce que tu veux, quand tu vas revendre une partie de ton bien, tu es censé rembourser une partie, en gros, de la dette, enfin de la dette. Tu rembourses la dette avec la vente. Alors, tu n'as pas forcément tout remboursé parce qu'entre les 5 lots et un lot, il y a quand même une différence de valeur, même si tu avais pas une très grosse dette. Donc moi, par exemple, sur les 5 lots, si je revends, allez, 60 000, 60 000, en vrai, ça va passer facilement, 60 000 euros un des lots. J'encaisse 60 000, il faut que je prouve à la banque que les 4 lots qui restent, donc ce que moi j'ai créé, ce que je suis en train de faire, il a la même valeur que la dette
que j'ai faite, ou la dette restante si je décidais de le faire sur plusieurs années, plusieurs mois. Donc ça, c'est une stratégie qui est genre pas utilisée, très très peu utilisée, pas connue. Par contre, ça demande une négociation avec les banques et qu'il y a justement des périodes clés où c'est plus ou moins facile à le négocier. À ce moment-là, on était avant Covid-19, du coup. Donc c'était pas trop difficile à négocier. Les taux étaient plutôt bas quand même par rapport à aujourd'hui. Vous inquiétez pas pour les taux. Mais c'est vrai que du coup, entre la dette et la valeur que tu crées, tu pouvais réussir à le passer. Et donc c'est pour ça que moi, quand je vais le financer, je le fais en hypothèque. Après, il y a des banques qui vont te le proposer plus ou moins comme ça. J'ai un DM précisément qui me demande ok, je voulais investir, mais je veux revendre dans 4 ans le bien. Je ne sais même plus si c'est la résidence principale ou du locatif. Mais mon objectif, c'est de le revendre dans 4 ans. Et on me dit, mais du coup, la banque me finance en hypothèque, est-ce que c'est un problème? Non, du coup, c'est pas un problème. Et ça peut même être judicieux de le faire quand on est investisseur. Je crois que j'ai tout répondu. Super. Et donc, alors, pour finir sur ton parcours rapidement, Emeline, parce qu'on a plein d'autres questions à te poser. Ouais, je comprends. Non, mais comme ça, on va pouvoir vraiment aborder tous les sujets. C'est quoi les projets d'après, mais rapidement avec quelques chiffres? Alors, jusqu'à aujourd'hui, s'il y en a. Alors, tu nous as parlé du Sud-Est. Ouais, dans le Sud-Est, entre guillemets, j'ai fait l'achat de 2 parkings. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. J'achète 2 parkings, 23 000, mais grosse valeur. Donc, opportunité, je vais les acheter avec ma trésor, quoi. Ensuite, j'ai fait une sous-location professionnelle avec mon conjoint. Donc, tu n'as pas fait de crédit sur les parkings? Non, j'ai pas fait de crédit sur les parkings, il n'y a pas de dette liée. Projet de sous-loc, pareil. Et en plus, le dernier projet, du coup, qui est pas une dette bancaire, du coup, pareil. Donc, vous voyez, on a diversifié un petit peu les stratégies pour commencer quand même à aller chercher du cash, etc. Et pouvoir arriver en 2024 aussi en force, du coup. Parce que moi, j'attends 2024, je pense que c'est une année d'opportunité qui arrive et des stratégies, justement, qui arrivent. Donc, l'objectif dans les prochains mois et années, c'était ça à peu près ta question? La vision? Alors, non, c'était justement où t'en es maintenant, ton parcours. Et on va parler des objectifs, mais on a une question à te poser parce que c'est un peu ce qui est en train de demander par Alain C à l'instant, mais aussi par les personnes d'avant. Ouais. Du coup, c'est quoi pour toi un investissement immobilier rentable? Tu parles souvent, tu peux baisser la tête de 10% de rentabilité. Tu sais, moi, alors, ou pas d'ailleurs, alors minimum, tu sais que moi, j'ai globalement 0 bien à 10%. Donc, c'est assez intéressant d'exposer 10%, mais surtout que aujourd'hui, alors ça a été dit plein de fois dans le live, c'est pas ce que je pense, mais je te le dis parce que c'est ce qui est dit. On dit arnaqueux, ça n'existe pas, etc., oui, je sais. Concernant les 10%. Donc je veux vraiment qu'on puisse parler de ce sujet et que tu nous donnes vraiment une explication sur l'investissement locatif rentable. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une rentabilité à 10%, il faut comprendre en immobilier, quand on parle de rentabilité, ça n'a ni queue ni tête. Pourquoi? Quand on veut une rentabilité, on regarde combien ça nous coûte, combien ça on gagne, et en fait c'est ça qu'on veut savoir, c'est combien on met dans notre poche. Quand on parle de rentabilité en entreprise, on va regarder combien on met, combien on apporte par rapport à ce qu'on va gagner. En immobilier, on fait quand même du levier au maximum, donc déjà la rentabilité, ça veut rien dire. Quand je parle des 10% de rentabilité, je parle quand même de 10% brut, ok, mais que c'est le grand minimum et que ça reste un indicateur pour moi m'aider. Quand on me dit, ok, moi, qu'est-ce que toi tu fais, où tu vas acheter, où tu vas investir? J'achète des projets ultra rentables parce que je pars pas avec une situation de malade mentale et que si je vais aller chercher des rentabilités, que je puisse aussi continuer faire de la trésorerie, vous avez compris, il y a toujours le côté, on prend de la valeur sur les marchés, où ça prend de la valeur, on cherche la trésorerie parce qu'encore une fois, c'est de la gestion de cash flow et de trésorerie. Quant au fait qu'on me dise que c'est pas possible, alors déjà, je pense que j'ai encore maintes et maintes fois refait des vidéos, j'ai maintes et maintes fois, je ne fais que de me justifier, ok, ça c'est vraiment une précision que je dois apporter. On a fait une story il y a pas longtemps, donc j'illustre quand même ce que je raconte par rapport à mes propres projets, mais c'est pas tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'accompagne des gens, alors on va me dire encore plus que je suis une arnaqueuse, mais j'accompagne des gens alors à des prix où la plupart des entrepreneurs me disent que je suis une gauchiste, une socialiste, tout ce que vous voulez parce que enfin bref, à ma place, ils le feraient pas. Mais tous les jours, je trouve des projets à plus de 11%. Alors je dis tous les jours, parfois c'est pas le cas. Et que comment on fait pour trouver un projet à 10% et pourquoi je dis 10%? Encore une fois, c'est qu'un indicateur. Si tu peux faire du 10% de rentabilité, si tu as plein de charges de copro, tu fais dans des grosses plein de copropriétés, etc. Ça veut rien dire. C'est pas. Tu peux même être perdant en fait. Tu peux perdre de l'argent tout le temps. Il n'y a pas de. C'est pas forcément que le seul indicateur à vérifier. C'est même pas le premier en fait. Mais ça permet pour moi on va dire de classifier un petit peu et rapidement me dire ok, ça m'intéresse pas. Moi, je trouve que 10% de rentabilité, ça se trouve quand on veut faire des gros travaux, qu'on crée de la valeur et qu'on va chercher un peu la négociation. Sincèrement, les 10%, c'est vrai que je vous avoue que je vous assure même,
que je ne comprends pas pourquoi on me dit que c'est impossible alors que tous les 2 jours, on en trouve sur des projets, sur des marchés qui sont pas forcément toujours à grosse prise de valeur. Mais il y a Voilà, c'est quelque ça. temps, Non, mais moi, je voudrais qu'on aille sur ce point, c'est important. Alors oui, moi, je dis pas que c'est pas possible. Je sais que c'est possible. D'ailleurs, on peut même en trouver à beaucoup plus. On peut trouver des projets à bah rien si on en 20%. trouve. Bien sûr. Et là, on a un exemple concret, puisque vous avez un investisseur immobilier, je le suis. Elle est investisseuse immobilier. Moi, j'investis à Cannes, notamment. Aussi sur des villes comme Strasbourg. Tu connais l'Est de la France. J'ai des choses à Strasbourg et autour, à Gno et dans la banlieue Ta grosse prise de valeur strasbourgeoise. après potentiellement aussi, Voilà. c'est pour ça. La différence, c'est que on ne mise pas sur la même chose et la stratégie n'est pas la même. Tout à l'heure, Emeline disait, ça dépend du profil pour la stratégie. Typiquement, moi, mon besoin avec l'immobilier, c'est pas d'avoir du cash flow maintenant. Patrimoine. C'est pas mon objectif. C'est Ouais, c'est patrimonial, ça. etc. Voilà. Et sur certains, c'est du cash flow, mais dans un second temps, avec une stratégie qui sera sortie après. Mais c'est important ce que tu dis parce que il faut préciser aux gens que, en effet, quand on a des grosses rentabilités, d'abord, le risque est plus élevé. Rentabilité liée pour moi au Tout à risque. fait. Faut Et travailler. Faut voilà, c'est aller ça. chercher les grosses Et de l'effort. réhabilitations. On peut Voilà. même dépasser parfois. J'en ai proposé un récemment et c'est assez rare quand même. Je propose un projet à 25%. On est proche Marseille, hein. Mais c'est D'accord. juste qu'il y a plus de travaux que de biens. Et Mais justement, gros donc, travaux. donc tes biens, c'est pas forcément des biens à grosse prise de valeur derrière. Donc, ta stratégie, c'est quoi, en fin de compte, de les garder dans ton patrimoine ou c'est vraiment la revente derrière? Alors, dans les débuts, c'était quand même de pouvoir les revendre rapidement, donc avec une grosse prise de valeur. Ok. Moi, je sais que pertinemment, au bout de 7 ans en général, on commence un petit peu coucou les impôts, voilà, même un petit peu avant parfois. Ça dépend beaucoup des travaux, etc. aussi. Donc moi, je sais que sous 7 ans, en gros, je les revends et je vais faire un pas en arrière, 3 pas en avant. Je pense à l'arbitrage. Je fais attention au fiscal parce que du coup, ça a un impact aussi quand même qui est très important si on le fait rapidement. Mais j'ai quand même la réflexion de me dire, je vais aller sur des marchés où il y a une prise de valeur. Je vais aller dans des Le Mans, proche Lille, proche Marseille, pas pour moi du coup, proche de Reims, proche de la frontière belge, et on est sur pas des très grosses villes, mais on est, par exemple, Le Mans plus 60%, Reims, on est, enfin, moi je sais que deuxième projet, pardon, parce que le premier c'était surtout, j'ai déjà revendu, le deuxième projet, colocation de 2 personnes, je l'ai acheté 178 000, j'ai moins de 150 000, je sais pas où j'en suis au niveau des dettes, hein, mais j'en suis à moins de 150 000 euros en gros de dette, il y avait quand même un gros différé bancaire. Actuellement, je le vends x2. Donc, est-ce que en 5 ans, en gros, pour arrondir, est-ce que de faire même pas un x2 au pire, c'est quoi, divise par 2, tu vois, fais juste plus 50 000, plus 100 000. Est-ce que c'est considéré du coup comme quelque chose qui prend pas de la valeur? Mais encore une fois, c'est clairement une belle prise de valeur. tous mes projets ne sont pas à autant de prise de valeur, et c'est pour ça que moi-même, je vais arbitrer au moment où c'est pas utile, quoi. Quand je vois que je peux revendre à 55 000 la coloc 3 personnes, là pour le coup c'était quand même une grosse opportunité aussi. Peut-être un peu de facteur chance dans ce projet-là parce qu'il y a l'opportunité qui arrive, mais il y a aussi beaucoup de veille, beaucoup de recherche. Et Voilà. par exemple, comment tu cherches? Alors vas-y, montre-nous ton exemple et comment tu recherches un bien? Ce comment sera la on question recherche un après. bien? Alors moi en vrai, je l'ai déjà fait en live, on a essayé de le faire, c'est un peu le bordel parce que clairement je suis en train de répondre, en même temps j'essaie de partager l'écran, c'est un peu galère. Comment je recherche un bien? En fait, est-ce que je recherche pour moi, pour quelqu'un d'autre? Si je cherche juste simplement un projet à 10% de rentabilité, je prends toute la France déjà. Je commence d'abord par regarder du coup si c'est rentable et je regarde ensuite le marché. Parce que si pour moi c'est pas rentable, le marché il peut faire plus 60%, si tous les mois je mets de ma poche, je sais que c'est mort parce que je vais être bloqué sur un projet. Et je vais être bloquée. Je vais pas avoir de trésor. Ça veut dire que quelques risques qu'il pourra avoir, hop, je suis morte. Alors oui, le marché prend de la valeur, mais on prédit pas non plus l'avenir. Donc si ça ralentit, en général ça baisse pas non plus comme ça, mais ça ralentit, que moi je compte sur ça, ça veut dire que je compte que sur un pilier, sur la prise de valeur. Et c'est pour ça que je cherche quand même à avoir des rentabilités, même si on peut être quand même en sécurité financière, même en dessous des 10%, ça dépend encore du projet. Là, par exemple, on est sur un projet, tu vois, j'en partage vraiment, enfin, je vous donne tous les stats, etc. Donc tu le partages avec ta communauté, c'est ça directement? C'est ça, clairement, Ok. c'est ça. Donc tu partages des projets. Alors, des fois, je les fais même en vidéo, potentiellement, tu vois. Et puis, sinon, voilà, je partage exemple. On a un projet à 153 000, on est à 11,4% de rentabilité, on est dans le sud. Et ici, j'ai pas la ville, il faut que je clique dessus. Mais globalement, pareil, on a un autre projet dans le sud, 210 euros, plein. Alors, j'ai même un plein centre parisien. Pareil, on me dit, mais tu peux pas être rentable dans le court terme. Ok. Si je vais sur des grosses villes. Mais en fait, ça dépend. Si tu vas en hyper centre-ville de Paris, dans les plus gros, dans le 16e,
ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Après, la valeur, elle est intéressante derrière. Mais si tu t'éloignes un petit peu et que tu regardes, ok, qu'est-ce qui va se passer? Projet Grand Paris. J'en ai parlé il y a pas longtemps, justement, parce qu'on me dit, oui, mais tu parles pas d'études de marché, je sais pas comment faut faire. Je partage un exemple, je dis, ben, vous voyez, là, dans les 4 à 7 ans, on sait que ça peut doubler en valeur. Je dis, on sait que ça peut, parce qu'on peut pas non plus prédire à 100%, mais on va se baser sur ce qui va se produire. Exemple, Reims, d'ailleurs, pour parler de Reims pour le deuxième projet, moi, je suis pas ni hyper centre-ville, on est quartier Jean Jaurès pour ceux qui connaissent Reims, mais je savais que déjà à l'époque, il parlait de construire, de refaire un peu une ligne de tramway. Et donc, quand on sait ça, même s'il n'y avait rien d'officiel, on sait que ça va prendre en valeur, c'est sur un marché qui prend de la valeur. On sait qu'il va y avoir un tramway, c'est quelque chose qui peut, sachant que c'est un peu pas loin de l'appart, quoi. Donc, on sait que ça va refaire potentiellement prendre en valeur parce que la personne peut se déplacer rapidement, etc. Donc, comment je cherche mes projets? Ben, je les cherche tout simplement. Et c'est surtout que je vais pas me baser que sur une seule stratégie. Je sais Donc que toi, la plupart. excuse-moi Emeline, je suis désolé, mais toi, en gros, tu prends, pour faire simple Emeline, mais donc, tu prends ta map, tu cherches toute France, ok? Oui. Tu trouves une rentabilité et après tu vérifies le marché. Et après, mais donc ça veut dire que toi, ce que tu dis aux gens, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'investir à côté de chez soi. Pour toi? Je conseille pas pour un débutant d'investir trop loin de chez lui. C'est pas forcément adapté à tout le monde. Ça dépend du taf que tu fais. Il faut quand même que tu sois quand même disponible, voilà, à répondre rapidement si tu fais tout déléguer. Je trouve que c'est un peu dangereux de le faire sur un premier ou un deuxième projet de trop loin parce qu'on connaît pas forcément le marché parfaitement. Plus tu connais, tu sais même au quartier. En fait, parfois, un quartier ou une rue, on sait qu'il y a une grosse différence. On sait que l'entre-deux, parfois, il prend de la valeur, en même temps, il n'est pas trop cher. Donc, on peut peut-être jouer sur ça aussi. Et donc, c'est important d'aller sur quelque chose qu'on connaît et qu'on peut quand même un peu gérer. Donc, plus c'est proche de chez toi et peut-être mieux c'est quand même pour le départ. Après, je conseille pas forcément de faire que proche de chez soi parce que je trouve que c'est intéressant et même important peut-être pour un investisseur un peu chevronné et par le recul que j'ai pu avoir avec différents investisseurs, du coup, qui sont bien plus anciens que moi, on va quand même diversifier géographiquement. En diversifiant géographiquement, on diversifie le risque. En diversifiant géographiquement, on peut aussi diversifier les stratégies. Parce que oui, il y a des marchés, comme tu l'as dit, à Cannes, on va pas aller chercher des grosses rentabilités, ça va être compliqué. On va être sur du patrimonial. Mais si on diversifie un peu, on peut avoir un équilibre entre patrimoine, prise de valeur, cash flow, etc. Et donc, je trouve que ça peut être relativement intéressant. Personnellement, aujourd'hui, je pense pas que les gens ils restent 40 ou 50 ans dans le même lieu aussi où ils travaillent. Donc, ça peut t'amener aussi à changer. Donc, comme quoi... Ouais, je pense que c'était clair. Non, mais c'était très très clair et je te remercie pour ça. Excuse-moi Mathieu, mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment pour toi, ça va dépendre de qui on est, en effet quel métier on fait, etc., etc. Et que investir loin de chez soi, ça reste quand même quelque chose de possible, mais peut-être pas dans un premier temps, si en tout cas on a un travail qui est prenant et si on va faire des gros travaux, par exemple, loin de chez soi pour un premier. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, parce que pour gérer les travaux à distance, si déjà t'es pas à l'aise avec ça, par exemple, faut peut-être éviter, quoi. Okay. Et ça peut faire des frais, des pertes, etc. Ensuite, sur cette partie justement investissement, donc tu as fait de la colocation, donc ça veut dire de la location meublée. Oui. Tu as fait de la location nue aussi, ou tu es essentiellement plus sur de la location? Alors, que du meublé, toi? Que du meublé. D'ailleurs, pour petite anecdote, l'immeuble de 3 lots, à la base, je peux le louer en nu. D'ailleurs, sur le marché, c'est habituellement en location nue quand même, parce qu'on n'est pas sur de la grosse ville et de l'hypercentre. Donc, à ce moment-là, en fait, j'aurais pu louer en eux, mais j'ai quand même, moi, meublé dans le strict minimum, ce qui m'a quand même permis d'être un tout petit peu plus cher en termes de loyer, mais vraiment de pas grand-chose, parce que je voulais quand même être tranquille sur la location, on était déjà super rentable. D'ailleurs, autre anecdote, on me dit oui, mais non, c'est 17% de rentabilité. À ce moment-là, moi, quand je fais des visites, il y a personne qui va acheter. Il y a personne qui va acheter. Il y a des Parisiens, ils viennent, ils me disent oui, je vais tout refaire, je vais refaire ça. Ils vont chercher des travaux de malade mental. Ce qui fait qu'en fait, le mec, il en a marre. Il voulait plus vendre. Un papy qui avait peur que la femme, en gros, se retrouve avec les apparts à gérer, il a pas envie de l'embêter, etc. Vraiment très âgé. Et en fait, parce que il voulait que ce soit comme parfait, n'a pas signé un projet à potentiel de 17% de rentabilité. Je trouve que c'est un délire et que c'est pour montrer en fait à quel point parfois c'est juste parce qu'on a peur que ce soit pas suffisant de faire des choses peut-être un peu trop, je sais pas. Mais bref, et donc sur ce projet-là, du coup, je vais le meubler légèrement pour fiscalement parlant que ce soit plus intéressant pour moi. Et puis en fait, les locataires sont plutôt contents, ça reste sur le même prix et ils ont des petites choses qui peuvent être intéressantes pour eux. Je reste quand même relativement à l'écoute des locataires quand il y a une demande, on n'attend pas.
Donc pareil, ça joue aussi sur le service. Pareil, sur mes locations étudiantes, je vais rajouter de la papeterie à chaque fois. Enfin, ça me coûte 50 balles. Et en général, les locataires restent et sont contents. Donc j'ai pas tant de... Parce qu'il y a un petit peu de vacances locatives, ça on en parle peut-être pas assez aussi. Dans les chiffres que je donne, c'est des moyennes. Il y a un moment où, par exemple, récemment, j'ai un délo, il n'y a pas de locataire. Donc ça fait aussi partie du jeu. C'est pour ça qu'il faut être pessimiste dans ces calculs. C'est pour ça que moi, je cherche aussi des grosses rentabilités. C'est parce que, à la base, je pars, famille modeste, j'ai un SMIC. J'ai pas grand chose, enfin voilà, je me démerde un peu comme ça aussi. Et ça fait partie comme tu l'as dit, on s'adapte, c'est quoi notre profil, c'est quoi notre situation, c'est quoi nos objectifs, et c'est quoi aussi, pas forcément nos compétences, mais avec quoi moi je me sens à l'aise. Si t'es pas du tout à l'aise avec les travaux, peut-être faire de la grosse réhabilitation, si t'es pas un peu aidé, accompagné, etc. Comme moi je l'ai été, parce que pour le coup je l'ai été quand même un peu. J'ai dit Pierre, allô Pierre, au secours. Donc j'ai eu quand même des petits trucs où je savais qu'il allait être à l'écoute, tu vois. Ok, tu nous as parlé tout à l'heure alors, j'aimerais reprendre certains termes pour que tu nous les expliques et que tu t'expliques un peu l'intérêt. Vas-y Mathieu, excuse-moi. Ouais, je vous coupe 2 secondes. Juste alors 2 points. Le premier, pour resituer pour tout le monde, c'est pas que c'est un monologue, c'est qu'on n'est pas dans un live dans lequel on échange comme on peut le faire habituellement. Tous les lundis, alors pour ceux qui nous découvrent, parce que c'est possible aussi qu'il y en ait qui nous découvrent, et on sait qu'on a des habitués qui sont tout le temps là. Tous les lundis à 21h, avec Imo Bouillet qui est juste là, qui nous accueille sur sa page, on fait un live hebdomadaire qui dure 90 minutes, dans lequel on invite des investisseuses, des investisseurs et tout autre métier qui tourne autour de l'immobilier et qui viennent nous apporter leur expérience et nous donner les conseils, les pièges à éviter. Donc, nos invités ont un temps de parole largement supérieur au nôtre, parce que sinon, on ferait tout le temps un live avec Imo et on parlerait tous les deux. Donc, et on en fait aussi, les amis. On en fait aussi, ne vous inquiétez pas. Oui, voilà. On en fait régulièrement. Donc, venez sur nos lives si vous voulez nous entendre. Nous, là, en l'occurrence, on veut entendre Emeline. Et justement, Emeline, on a encore... Oui, pardon, il y a un deuxième point. Ouais, juste pour rebondir, parce que tout à l'heure, on a parlé rapidement de faire des travaux du déficit et que Emeline, du coup, revendait dans les 7 ans. Juste pour rappeler à tout, pour éviter peut-être avec les déficits, etc. Juste pour donner un point d'attention, parce qu'il y a une jurisprudence qui est sortie très récemment, qui explique que, et donc si elle est sortie, c'est qu'il y en a qui en ont abusé, faire du déficit foncier, c'est bien, mais la plupart laissaient courir le délai de 3 ans avant d'utiliser le déficit foncier en se disant c'est prescrit vu que ça a plus de 3 ans. Sauf qu'il a été mis en jurisprudence. La jurisprudence a expliqué que dès qu'on utilisait le déficit foncier, par exemple là on a utilisé en 2023 le déficit foncier de 2018 ou 2017, ça veut dire qu'on permet au fisc de venir contrôler 2018 et 2017. Il n'y a plus le délai de 3 ans. Très important, et je pense que cette info, il faut quand même la prendre en compte. Ouais, c'est bien d'ajouter ça. Ouais, merci beaucoup. Et moi, j'avais des termes que j'aimerais que tu expliques à tout le monde, parce que c'est aussi des choses que moi j'utilise. Donc, on a une stratégie qui est commune sur certains points. Et c'est ce que j'explique aussi aux gens, c'est que des fois, en effet, il faut tirer. Tu dis tout presser le citron. Moi, je suis assez d'accord avec la notion de presser le citron. Il faut pas trop le presser pour certaines choses, mais tu parlais de différer. Oui. Est-ce que tu peux expliquer exactement ce que c'est un différé, donner des chiffres de ce que ça peut représenter? Tu es très belle avec une casquette rouge et une moustache. Je n'ai pas vu. Alors, merci du coup. Alors, pour expliquer le différé, c'est assez simple. Le différé, en fait, c'est quelque chose que tu vas négocier avec la banque. On va simplement différer le moment du paiement. On va pouvoir le mettre jusqu'à 3 ans, mais généralement, on a du mal à le négocier jusqu'à 3 ans et c'est pas forcément judicieux de le faire. Mais ce qui va se passer, en fait, c'est que tu vas potentiellement soit à rien payer du tout, soit payer que les intérêts pendant la durée que tu vas négocier. Partiel ou total, ça s'appelle. Voilà, c'est ça, partiel ou total. Donc, exemple, je négocie 6 mois de différé. Pendant les 6 mois de différé, je peux réaliser mes travaux, mais je peux aussi un peu louer. Et ça me permet, en fait, donc, déjà, de pouvoir gérer mes travaux en n'étant pas trop, en touchant mon épargne, ma trésor, etc. Et ça me permet aussi, si c'est suffisamment négocié, d'aller chercher de la rentabilité et d'avoir ces stratégies qui me permettent d'encaisser de la trésor, tout simplement. Et c'est ce que je fais quasiment à chaque fois, alors plus ou moins long. On a déjà fait courir assez long, mais faut pas le faire de trop pour pouvoir commencer quand même à rembourser la dette qui est liée au projet, si tu veux quand même relativement, et ça dépend de ton profil, etc., encore une fois, d'enchaîner les projets. Donc, du coup, voilà, c'est un bon outil quand même pour se sécuriser aussi, même sur des rentabilités qui sera à moins de 10%. Ok. Ensuite, il y a quelqu'un qui nous a demandé là tout à l'heure, je veux commencer au SMIC. Comment je fais? J'ai un SMIC, je veux commencer à acheter. Comment je fais concrètement pour démarrer et trouver un projet rentable ou pas, et qu'est-ce que je fais?
Alors, c'est une superbe question parce que moi, je commence au SMIC et je vais te dire ce que je ferais aujourd'hui si je recommence à zéro et avec un SMIC. Ok. Déjà, quand tu as un SMIC, tu es quand même limité par ton effet de levier. Donc, l'effet de levier, c'est pouvoir aller prendre l'argent de quelqu'un d'autre et quasiment qu'en IMO qu'on peut faire ça, hormis l'entreprise. Ok. Donc, on va essayer de maximiser son profil. Donc, on va épargner au maximum. On va chercher à faire le plus de revenus possible. Donc, heures sup, Coco, si t'es au SMIC, tu vas chercher les heures sup. Au début, ok. On va essayer de limiter ses dépenses au maximum. Moi, j'étais dans un studio, j'ai gardé un bien, je suis locataire encore actuellement, mais ma location, je suis restée dans un truc étudiant pendant 3 ans, et après, on a partagé un truc à 550 € par mois, alors qu'on avait déjà du cash qui rentrait, de l'épargne, etc. Donc, il faut savoir un petit peu, au début, peut-être essayer de se réduire au maximum, et pour aller chercher du levier. Ce que tu peux faire aujourd'hui, il y a plusieurs stratégies qui peuvent arriver, déjà au vu du marché, et de ce qui va arriver, en gros, en 2023-2024, c'est commencer avec les outils que tu peux utiliser. Si t'es pas encore propriétaire de ta résidence principale ou tu l'as pas encore revendue, tu vas pouvoir faire une stratégie assez simple. Tu vas acheter une résidence secondaire, ok? Tu vas la retaper, tu vas tout de suite essayer de créer de la plus-value au maximum possible dans cette résidence secondaire. Tu vas la revendre sans payer d'impôts, mais en utilisant ce cash parce que tu vas pouvoir l'investir en résidence principale. Et c'est là qu'il faut faire attention parce que du coup, attention aux abus de droit. Mais globalement, tu vas conserver cette résidence principale pendant peut-être 2, 3, 4, c'est pas ce que je compte à tout le monde, mais 2, 3, 4, 6 mois, 1 an, même plus. Tu fais du coup de la plus-value, tu encaisses au maximum. Tu génères de l'épargne avec ton salaire, tu génères de l'épargne avec ce processus-là. Une fois que tu as de l'épargne, moi je sais que j'ai fait au maximum, encore une fois, faites au maximum. Il va se passer quoi en fin 2023 et là 2024? On est sur un marché où déjà la résidence a de plus en plus de demandes. Les taux augmentent, mais ça n'empêche pas qu'on a encore plus de demandes et que finalement ça va pas tant ralenti que ça. Donc les prix baissent pas, malgré des taux à presque 4% et on n'ira pas au-delà de 4-5 je pense. Bon bref, peu importe. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que on a un marché immobilier qui est en train de baisser, stagner, c'est le seul qui est pas ouf quoi, c'est les bureaux. T'achètes un bureau, tu le retapes, tu le transformes en résidence principale ou en résidence, dans du locatif, peu importe. Tu peux mixer ça avec de la stratégie de colocation, la location courte durée, peut-être des choses un peu à fort cash flow du coup, ok? Grosse réhabilitation, dit en général, plus de cash aussi. Et ce qui est bien avec cette stratégie, c'est que tu peux aller chercher finalement des projets qui se trouvent au centre-ville. Parce que les bureaux se trouvent en général dans les centres-villes. Quand tu fais ça, tu as un projet ultra rentable, tu as déjà une première étape. Tu mets pas ton cash, tu mets pas le gain, ta résidence dans ce projet-là. Tu essaies de le faire au maximum sans mettre d'apport. Ok? Et derrière, tu utilises des stratégies qui sont adaptées à toi. Donc, essaye de faire peut-être des choses rentables, immeubles de rapport. N'hésite pas, si tu arrives à faire de la trésor, de faire comme moi, de la sous-loc quand tu es un peu bloqué, de la vente à terme potentiellement, de la vente aux enchères. Il y a quand même plusieurs choses et plusieurs possibilités. C'est pour ça que je parle de stratégie, ok? Et n'hésite pas aussi à avoir une vision, comme on expliquait tout à l'heure, moyen et long terme. Donc, essaye d'aller sur les marchés où ça prend un peu de valeur. Et tu sais déjà que dans 2, 3, 4, 5 ans, tu as une prise de valeur par rapport à tes projets et que dans 10, 20, 30 ans, tu es sûr et certain qu'avec simplement un départ comme ça et sans forcément trop s'embêter, même si l'immobilier, ça reste quand même de la gestion, ça reste quand même de l'analyse, etc. Il faut faire attention à ce qu'on fait, la déclaration aussi, faites attention parce que le fisc, là, il est en train de péter les plombs. Donc, faites bien attention à ça. Et derrière, tu sais que tu as déjà quand même de la renta qui tombe en fait. Je pense que j'ai quand même répondu sur le départ. On peut toujours emprunter à 110% ou pas? Alors, pour rappeler aux gens, 110%, ça veut dire globalement 100 mètres d'apport. Est-ce qu'on peut toujours emprunter 100 mètres d'apport, Emeline? Actuellement, c'est plus compliqué. Actuellement, ça se fait parce qu'on j'en ai en fait, de personnes que je partage d'ailleurs en story Instagram en général. Ça se fait encore. Par contre, c'est un peu plus compliqué. Faut réussir à adapter le projet. Faut peut-être pas aller chercher des trop gros projets non plus. C'est plus compliqué, c'est pas impossible. Maintenant, si vous voulez vraiment, c'est-à-dire que vous voulez investir sur un gros projet, un projet où on va vous demander un peu d'apport, donc peut-être si tu vas sur un immeuble là, c'était smicard, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Déjà, il faut montrer comment on fait pour montrer au banquier qu'on sait de quoi on parle. Déjà, idéalement, si t'es en société, c'est plus facile, t'as un professionnel en face de toi. On va faire un business model, c'est ça, je pense que j'entends personne parler de ça, mais on va faire un business plan, pardon. Et du coup, on va montrer au banquier tout sur une perspective et une prévision de 5, 10, 15, 20 ans, avec toutes les perspectives les plus pessimistes et les plus optimistes possibles. Et comme ça, je sais que ça passe, parce qu'il y en a où ça passe, mais encore une fois, ça dépend aussi de ton profil. Si tu as moins 500 balles sur ton compte bancaire, ou même si tu as un peu d'épargne et on voit que tes dépenses, c'est pas ça, que tu n'es pas sécure par rapport à ton reste à vivre, etc., ça va être quand même plus compliqué. 2024, les taux vont baisser normalement, donc
préparez-vous au moins ces prochains mois, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, de peut-être vous dire, ok, je vais me laisser 3, 4, 5, 6 mois pour maximiser mon épargne au maximum. Bougez-vous le cul parce que ça demande de l'effort quand même, ok. Et dans 5-6 mois, vous allez voir potentiellement, sans que la demande ne baisse, parce qu'elle fait que d'augmenter, et en ayant du coup, enfin bref, je vais peut-être pas faire un cours d'éco, mais même au niveau de la banque centrale, etc. Mais on sait que l'inflation va être plus basse en 2024, et qui dit inflation un peu plus basse dit normalement un taux qui diminue. En tout cas en France, on n'est pas aussi haut qu'aux États-Unis. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en 2024, on devrait quand même pouvoir avoir des taux un peu plus bas. Donc vous arrivez potentiellement déjà, la banque vous demande un peu moins. Qui c'est qui te fait, comment tu peux dire que les taux, et d'ailleurs les gens réagissent dans les commentaires, comment tu peux dire que les taux seront plus bas en 2024? Alors, tu réponds, on va les laisser en suspens 2 minutes, ils vont attendre cette question. Les amis, 22 heures, on est 100. C'est toujours à 22 heures qu'il y a ce petit pic, c'est sympa à le noter. Profitez-en s'il vous plaît pour tapoter sur immobilier, parce que c'est sur l'autre qu'il faut tapoter pour donner un peu de valeur à ce live. Et autre petit point, moi je voulais rebondir sur, juste avant que tu nous dises pourquoi tu penses que les taux vont baisser, je voulais revenir un peu, alors sur TikTok et sur les réseaux, ils aiment bien utiliser le mot mindset. Oui, c'est vrai. Bah, ça vient des États-Unis, hein. Tout vient des États-Unis. Voilà. Et moi, sur ça, je te rejoins complètement. On parlait du smicard qui veut investir. Les amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Je pense que c'est la faute des réseaux aussi. On a l'impression que tout vient en claquant des doigts. Alors, je connais pas personnellement Emeline. Je connais un peu plus Imo. C'est des gens, et moi aussi, on ne travaille pas que 6 ou 7 heures par jour. Il faut arrêter de croire que vous allez pouvoir vivre, faire de l'immobilier, faire des investissements et améliorer votre cadre de vie en travaillant 6 ou 7 heures par jour. On se couche, il est des fois minuit, 1 heure, 2 heures du matin. Notre réveil, il sonne, il est 6, 7 heures, des fois même plus tôt. Enfin, au bout d'un moment, on n'a rien sans rien. Et donc, Émilie, il faut se bouger le cul. Ça en fait partie. Au bout d'un moment, quand on touche un SMIC, je dis pas que vous êtes un feignant, loin de là. Mais si vous avez des projets, des envies, bougez-vous pour gagner plus qu'un SMIC. C'est bête, mais en fait, je pense qu'il y a trop, on se laisse le choix. Faut pas se laisser le choix, en fait. Faut te dire que t'as que ça. Enfin, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette possibilité-là. Mais moi, personnellement, je me dis, j'ai pas le choix, en fait. C'est ça ou ça. Et en fait, c'est soit vie facile, vie difficile. Mais pour avoir une vie facile, faut passer par le step, on se bouge le cul, on agit. Et c'est vrai, comme tu le dis, moi, quand je taffe, je fais des heures sup. Je demande, des fois, je récupère 2 heures dans l'après-midi, je cours au studio qui est à 1 rue pour le coup de mon travail au début. Je vais taper jusqu'à 23h30 les travaux, etc. Je fais mon premier carrelage, enfin, ouais, des trucs. Et ça demande du taf. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et surtout, si tu cherches des grosses rentabilités, on ne choisit pas la facilité. Je crois, en fait, ce qui me saoule le plus, je pense que c'est justement tout le monde qui vient me dire, mais arrête un peu, si c'était si facile, je pense qu'on l'a tous eu, tout le monde le ferait. Mais c'est peut-être parce que c'est pas facile, en fait. Genre, qui t'a dit que ça devait être simple? Qui t'a dit que même choisir la voie la plus facile, c'est la voie la plus intéressante? Et je pense que c'est aujourd'hui, effectivement, comme tu le dis, les réseaux sociaux, on voit, c'est vrai, tu vois que le résultat, en fait. Ou tu vois peut-être trop de choses aussi, peut-être qui parfois sont un peu, faut peut-être un peu, ouais, des fois c'est peut-être un petit peu, ouais, hein, bref, on est sur un truc un peu utopique. Mais c'est pas simple, c'est pas facile. Mais ne rien faire, c'est pas facile non plus. Parce que demain, tu vas te lever, après demain, tu vas te réveiller, tu vas te dire, oh, mais en fait, putain, j'ai mis de l'épargne toute ma vie de côté. Et en fait, cet épargne-là, il est envolé. En fait, dès que tu comprends la base des choses, dès que tu comprends en fait que le système il est pas rodé pour t'aider, bah tu te bouges le cul et t'as pas forcément le choix. Et moi personnellement, bah quand j'arrête mes études parce que clairement je suis en galère financière. Mes parents peuvent pas m'aider parce que effectivement il y a ce truc où je pars aussi, je pense qu'il m'a un peu drainé, tu vois. Et de voir aussi des personnes qui me disent non mais en fait cocotte, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est possible. Je vois pas comment tu peux savoir que quelque chose est possible et te dire bah franchement ça a l'air trop facile quoi. Mais si c'est trop facile, mais pourquoi tu le fais pas? Et c'est parce que justement, je pense qu'il y a cette partie qui pense que c'est simple et qui le voit pas, et cette partie qui voit que c'est difficile, mais qui va te dire oui non mais arrête un peu, t'es une arnaqueuse. Puis alors quand t'es une meuf, t'arrives, enfin c'est clair et net qu'on te dit machin. Je sais, j'ai déjà été vers des mecs, je me suis mis en face, reprise d'entreprise il y a 2 ans, je me mets en face, ok? D'un groupe dit Montrezot. Je me mets en face d'un mec en BTP, du coup, qui veut reprendre cette entreprise et qui est juste voisine. Je vois un mec de 50 ans qui vient, qui me regarde en me dédaignant, en me regardant de haut. Et effectivement, je suis habituée à ça et c'est encore le
pire. C'est ça qui est ouf, c'est que c'est encore pire sur les réseaux quand les personnes, justement, ils voient pas. Ils voient pas. Donc, allez chercher un peu plus loin que ce que vous voyez et que oui, un réel de 15 secondes et même un live, parfois, ça montre pas tout non plus. Donc, c'est important de prendre du recul et responsabilisez-vous, je pense, par rapport à ça. Alors, je suis désolé parce qu'il y a des gens qui disent c'est un live mindset, etc. Je voudrais quand même réagir aussi là-dessus parce que vous le savez, je suis aussi investisseur immobilier. Pour ceux qui nous rejoignent, on est sur 90 minutes sans fil, c'est tous les lundis à 21h. C'est assez drôle ce qu'on lit dans les commentaires parce que d'ailleurs, ce qu'on a dit, la phrase est tombée là, à l'instant pendant qu'on parlait. Et c'est assez drôle parce que vous acceptez pas qu'on parle de mindset, mais ce que vous comprenez pas, c'est que c'est 80% du boulot. Je dirais même 90%. Le mindset, ouais, même peut-être plus, même 100%. Ouais. C'est 90% du boulot. Je suis désolé de vous le dire. Mais d'ailleurs, quand on a préparé l'émission avec Emeline, elle m'a dit, mais moi, si tu veux que je parle d'immobilier, etc., il faudra qu'on parle beaucoup de mindset. Mais tu as raison. C'est 80% du boulot. C'est d'être aujourd'hui levé, comme il le dit. Alors, c'est des heures où tu dors pas, des heures où moi tu parlais de faire les travaux, je sais pas quelle heure. Cet après-midi, on devait s'appeler. J'ai même pas réussi à l'avoir au téléphone avant, je sais pas quelle heure, 20 minutes avant, quoi. J'ai été dans des appartements, des nuits entières pour laver un appartement entre deux locataires. Vous vous rendez pas compte tout le travail qu'il y a derrière. Parce qu'en effet, ça a l'air simple comme ça, sur le papier, mais ça n'a rien de simple. Alors, en effet, peut-être qu'à la fin, il y a une belle satisfaction, d'accord ? Mais le chemin, il est très compliqué, mais on l'a choisi. C'est un choix. C'est ce que disait Emeline, c'est un choix. Voilà. Tu dis pertinemment, j'ai passé des nuits à tout retaper, enfin nettoyer, etc. Pour l'immeuble de 3 lots, tous les week-ends j'y vais. J'arrive le matin. Attendez, on part de Reims. J'arrive à 5h du matin. Je repars le dimanche soir hyper tard. J'enchaîne la semaine de taf et dès que je peux, je repars moi-même faire les travaux. Et je peux vous dire que quand on parle de 17% de rentabilité, ce que vous récupérez, c'est pas très joli à voir, hein. Les murs sont éclatés, on peut avoir un peu de surprise, même s'il y a déjà eu des visites de fête, etc. On n'est pas à l'abri quand même un petit peu. Et enfin, je sais, j'ai déjà partagé des vidéos, mais quand tu vois juste l'état de l'appart, le lit, tu te dis, mais c'est une dinguerie. J'ai passé plus d'un week-end juste à lessiver un mur. Une pièce, en fait. On était 3 à lessiver. J'ai ma belle-mère, il y avait mon conjoint et ma belle-mère qui est venue nous aider. Et ma belle-mère, elle en pouvait plus et limite, elle se dit, mais pourquoi vous faites ça, quoi? Mais pourquoi, en fait? Et en fait, ouais, ça demande du taf. Mais encore une fois, on n'a rien sans rien, quoi. C'est ça. Et dans n'importe quel domaine, hein. Dans n'importe quel domaine, ce sera pas facile. Ce sera pas facile. C'est ce que j'allais vous dire, parce que vous partagez, comme tous ceux qui viennent à chaque fois, vous partagez ce truc-là de l'immobilier. Alors moi, j'en ai un petit peu, mais c'est ridicule par rapport à ce que je suis pas un investisseur immobilier, mais ne serait-ce parce que j'ai même pas le temps en fait par rapport à mon boulot. Mais encore une fois, moi, j'aime pas utiliser le mot mindset parce que ça fait un peu trop, voilà. En fait, c'est plus le mot mindset, je pense, qui dérange. On dirait juste soyez. L'état d'esprit. C'est l'état d'esprit, voilà. Ouais, c'est les valeurs américaines. En France, on aime bien dire les valeurs. Les valeurs. Ouais. Les valeurs. Les Français aiment bien les valeurs. Voilà. Moi, je le vois dans mon job. On a échangé beaucoup aujourd'hui avec Imo. Alors après, on va se recentrer quand même sur le sujet, mais j'ai passé une journée. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis expert comptable mémorialiste, mais j'ai même pas allumé mon PC de la journée, juste à gérer des coups de fil. Donc en fait, ma journée productive, elle se fait soit si je me lève à 5h du matin, je vais être productif de 6 à 8, ou à 18h, quand plus personne pense que tout le monde pense que j'ai fini ma journée, elle se fait de 18 à 22, 23h. C'est pareil pour entrepreneurs, investisseurs, et je sais que je côtoie beaucoup d'entrepreneurs et c'est exactement ça. Et pourquoi on parle de mindset? Je vais répéter sur ce que tu as dit. C'est que l'entourage, l'environnement ne le comprendra pas s'ils sont pas dans le même projet que toi, par exemple. C'est l'entreprise. Exactement. Et c'est le premier frein à tout investisseur. Et on va recentrer, parce que vous avez raison de le préciser, même si ça fait partie intégrante de tout ce qu'on est en train de raconter. Mais les gens n'aiment pas l'entendre, mais il faut que vous l'entendiez, parce que la vérité, c'est ça. C'est que il faut avoir des cernes et beaucoup travailler pour un moment avoir des résultats. Ça répond à la question qui est en sujet de trouver un bien. Alors c'est au-dessus de trouver un bien rentable. C'est parce qu'elle va y passer des heures. Alors quelqu'un qui travaille déjà énormément dans sa journée de travail, il a peut-être pas le temps qu'a un investisseur immobilier qui en fait son travail. On est d'accord. Mais ça ne l'empêche pas, les recherches, elle les fait sur les mêmes sites que vous. Immobilier fait des recherches. Pause déj. On a ce qu'on mérite, je dirais. Oui, c'est ça. C'est bien d'ailleurs. Parce qu'à l'heure actuelle, où justement tout le monde te dit, bah oui, c'est le pire moment, etc. Ce qui est bien, je trouve, avec le marché actuel et ce qui va arriver, je pense, dans les prochains mois et années, c'est justement que c'est le plus méritant qui aura, en fait. C'est juste le plus méritant.
Donc c'est bien, ça redistribue les cartes aussi, c'est pas besoin d'appuyer que sur un bouton. Ça donne la chance à n'importe qui se bouge le cul, je trouve ça plutôt cool en réalité. Mais ça me demande de se bouger. Mais c'est comme tout en fait, c'est tu vas à la salle, t'as pas en 2 secondes des résultats de personnes qui ça Mais fait 10 ans. pour reprendre des choses simples, et parce que ce Ouais, sujet intéresse, puisqu'apparemment on est beaucoup sur live, donc on va y rester 2 secondes pour reprendre des choses simples comme faire un live. Vous êtes assis sur votre canapé. Mais juste une chose simple comme faire un live. et Ouvrez ouais. votre caméra, faites un live et on en reparle. Faites votre premier live avec 2 personnes qui sont dessus. Mathieu, Emeline, tu sais de quoi, vous savez de quoi je parle. Faites un live et puis vous verrez si c'est simple. Vous verrez si c'est simple de parler pendant 1 heure et demie comme ça. On dit elle est hyper active et tout. Moi Ouais, ouais. j'adore. Non mais j'adore cette manière d'aborder les choses avec des mots simples. C'est aussi mon cas. Donc aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a des mots simples qui sont utilisés que ça veut dire qu'il Mais y a rien justement, derrière les amis. C'est justement, important. tu préfères que je te parle avec du Mais vocabulaire bien de sûr. droit qui est compris que par 1% de la Et ce sera population qui aussi. aurait eu jusqu'aux 10 ans de... C'est pas l'objectif. Le but, c'est que tu agisses, c'est que tu comprennes toi ce que tu peux faire. Enfin, je pense que c'est très français. C'est très, très, très français de croire que parce que ta façon de te comporter, ta façon de t'habiller, c'est que français. Je vous le dis clairement, c'est que français. Moi, je suis très, du coup, je parle de mindset. Et pourquoi je dis le mot mindset? C'est parce que je me suis beaucoup, beaucoup focus sur les États-Unis, le truc anglophone, etc. Et il y a qu'en France où c'est un tatouage, on te regarde mal. Il y a qu'en France si tu parles comme si on te regarde mal. Alors que, en fait, le résultat, il parle pour toi. Et surtout, 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 le travail. Ok? Donc ça mérite du travail. Il faut bosser, il faut se bouger le cul. Et t'as pas besoin de parler, d'avoir un bac plus 10, t'as pas besoin d'avoir, pas potentiellement, t'as pas besoin d'être telle ou telle personne. T'as besoin de comprendre, de te former et d'agir. Tout à fait. Alors, Emeline, on va revenir un peu parce qu'il nous reste 20 Ouais. minutes et on a encore 2, 3 sujets à prendre. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, concrètement, comment on quitte le salariat grâce à l'immobilier. Alors, c'est un peu ce que tu as dit, j'imagine, tout à l'heure quand tu parlais de la personne au SMIC, ou tu as Ouais. d'autres stratégies à nous dire en plus, ou c'est vraiment ça? Moi, je mets sur le point, en fait, comme vous expliquais tout à l'heure, on regarde par rapport à ce qui se passe sur le marché, aux opportunités qu'on peut avoir avec notre situation. Donc, ça va dépendre aussi de ta situation personnelle, mais faut essayer de comprendre ce qui va se passer dans les prochains mois et années pour essayer de faire le plus de levier possible. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, moi, je pense que la plupart des personnes, déjà, vous inquiétez pas, il y a le demande qui augmente, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Un bon investisseur, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui comprend ce qui se passe autour de lui. Quand il comprend ce qui se passe autour de lui, il va utiliser et répondre à un besoin. Et besoin, il y en a. Donc moi, je dirais que peu importe ce que vous pourriez faire, il y a plusieurs stratégies possibles. Déjà, c'est d'agir, ça c'est certain. Mais surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, je répète un peu, les locaux commerciaux, vous pouvez les réhabiliter, les transformer en résidence principale, en résidence locative, peu importe. C'est, je pense, en 2024, ce sur quoi vous devriez vous pencher. Parce que littéralement, on voit que ça fait un peu ça sur les bureaux, qu'on a une demande de ouf qui augmente et que les bureaux se trouvent au centre-ville. Donc déjà, je pense que là, en se bougeant le cul et en faisant des choses, on peut être quand même sur du truc très rentable. Je parlais de forte rentabilité. Et au-delà de ça, on est sur les centres-villes la plupart du temps. Étudie bien le marché quand même. On va prendre de la valeur. Et sur le long terme, de toute façon, si tu te sécurises, Alors, t'es quand même rentable. Hein. c'est assez drôle ce que tu dis parce que j'ai eu tout l'inverse en live il y a 2 semaines et ça me fait penser justement qu'il faut que je te confronte. Et ce serait assez intéressant avec Emery Kamlin qui était là et qui nous disait tout l'inverse, que lui, c'est les locaux commerciaux, sa spécialité. Mais Ça, alors, il y a un truc qui se passe avec les locaux commerciaux depuis plusieurs mois et années, et je pense que ça départ du Covid. On peut faire des trucs très rentables avec les locaux commerciaux, les bureaux, le commercial, peu importe, etc. Il y a 2 choses. Je vais répondre tout de suite. Désolée si je te coupe. En fait, on se rend compte que les petits commerces de proximité, ok, il y a de plus en plus de demandes. Nos habitudes changent, etc. Donc sur ce côté-là, on arrive à des très grosses rentabilités, même en mettant potentiellement dans un immeuble de rapport qu'on va meubler, etc. Par contre, sur les bureaux à la base, c'est qui les achetait à la base de la base? C'était les entreprises, ok? Mais aujourd'hui, ça se fait de moins en moins par plein de choses. Je vais pas faire un discours sur tout ça, parce que ça va être très très long. Mais globalement, ça ne se fait plus. Et en fait, il y a beaucoup moins de demandes déjà parce que les habitudes ont changé un petit peu. Et donc, les prix, à cause, je répète, et c'est très important, les taux ont augmenté. Et ça n'a pas impacté le particulier, ça a surtout impacté les professionnels. Parce que eux, ça fait une grosse différence. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont beaucoup moins acheté, ils n'ont même pas relancé parfois les dettes qui étaient liées aux locaux commerciaux, ok? Et ce qui se passe, que les bureaux, en général, quand je parle de co, c'est plus les bureaux, se retrouvent sur le marché à des prix compétitifs. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu peux pas être rentable en faisant la stratégie de locaux commerciaux immédiats et même par le passé. Ça veut juste dire qu'il y a une opportunité en 2024, que les taux baissent alors qu'il y a quand même des prix sur les locaux commerciaux
style bureau qui sont quand même très bas prix par Alors rapport à de attends, la résidence. reste sur les taux. Les taux vont baisser en 2024. Il y a tout le monde qui attend le suspense. Alors en fait, On peut pas parier que les taux augmentent et que les taux baissent, ok? Mais dans le fond, et si on regarde ce qui se passe micro, macro, et ce qui se passe au niveau de la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi déjà on augmente les taux? Pourquoi on augmente les taux? On va avoir un impact sur l'inflation. Ils augmentent les taux pour avoir un impact sur l'inflation qui pète les plombs, ok? Donc on a l'inflation, ils augmentent les taux. En 2023, ils augmentent les taux pour réduire les dettes chez les ménages, pour réduire justement tout ça, que les personnes aillent vendre et qu'on commence à rectifier le marché immobilier. Ça n'a rien fait sur les résidences, il y a plus de demandes et les taux continuent à augmenter. Le marché, moins 0,3%, oulala, qu'est-ce qui diminue? On ne parle pas de diminution, on parle de stagnation, ok? Donc ça impacte surtout, encore une fois, les professionnels. Et ça impacte pas le résidentiel, en fait, ça impacte tout ce qui est pro, en gros, voilà, donc le locaux commerciaux, etc. Et on voit que ça change pas. Donc techniquement, déjà en France, on va pas aller, je pense, monter au-delà. C'est encore un avis pour le coup, c'est pas forcément sur des faits, mais je pense pas qu'on va aller chercher des aussi hauts taux que ça l'est aux États-Unis. On voit ça a déjà bien plus évolué aux États-Unis, ok. Et donc techniquement, il prévoit, et c'est pas moi, c'est l'INSEE. Hein. Tout ce que je dis en fait, regardez l'INSEE. Genre c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, etc. Il prévoit une inflation qui diminue. Donc il y a toujours une inflation qui augmente quand même, mais qui diminue par rapport à ce que c'était en 2023. Quand l'inflation diminue, les taux vont en général diminuer. Et donc techniquement, je pense qu'on va avoir des taux qui vont diminuer, et que si c'est pas le cas, globalement, ça sera quand même un bon moment d'investir, mais qu'il va falloir réfléchir sur quel marché et sur quelle stratégie utiliser. Ce que je viens d'expliquer, du coup, c'est que les taux ont augmenté, les marchés de l'immobilier, il n'a pas vraiment diminué, enfin, c'est pas grand-chose, il y a juste moins de transactions, c'est tout. Et qu'il y a personne qui veut vendre non plus, donc du coup, bref, ça reste un petit peu en stagnation, ok? Et que du coup, on retrouve quand même les locaux commerciaux qui, eux, du coup, se retrouvent à des prix compétitifs, alors qu'on a une demande élevée dans le résidentiel, et c'est pas le cas sur le professionnel, de moins en moins, ok, et qu'on peut simplement le transformer et trouver des projets ultra rentables. Et c'est comme ça peut-être, et c'est qu'une stratégie, on peut encore une fois, comme je disais tout à l'heure, commencer par la résidence principale, faire des petits pas. Il y a plusieurs possibilités, ça dépend aussi, encore une fois, du profil, de ce que tu as envie de faire, du temps que tu vas louer. Les grosses rentabilités, ça demande d'aller chercher, de faire des travaux, potentiellement une partie pour soi-même, etc. Je pense que j'ai répondu, mais on n'a encore une fois pas non plus, Alors, j'ai moi, pas le lapin dans le chapeau. On va pas débattre sur ce sujet. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce que tu as dit, mais c'est pas le lieu de débattre. Juste une chose, en tout cas, ce qui est sûr, ça c'est certain, parce que c'est ce que tu as dit, c'est des données qu'on peut trouver sur Internet. Oui. L'inflation a baissé en septembre déjà, et ça va continuer. Pour le particulier, c'est maintenant. Pour les entreprises, ça va continuer dès 2024. Comme vous le savez, moi, je suis dans la restauration, je suis responsable régional. C'est des sujets que je connais très bien. Donc ça, je peux vous assurer déjà que c'est vrai. Après, est-ce que les taux suivent l'inflation? On peut en débattre pendant longtemps. Normalement, on peut pas prévoir en réalité, parce qu'on peut pas être certain. Moi, c'est juste sur ça. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir de certitude que les taux l'année prochaine vont baisser. On peut pas dire ça pour moi aux gens. On peut prendre des paris, donner notre avis. Moi, je pense en tout cas qu'au minimum ça stagne. Je le vois pas monter en effet comme aux États-Unis, mais ce n'est que mon avis. Il faudra s'adapter en fait dans tous les cas. Peu importe ce qui se passera, faut s'adapter, sécuriser dans tous les cas. Et Emeline, on aimerait savoir justement un peu sur les travaux, parce que tu parles beaucoup de travaux, donc on voit que c'est une des méthodes pour aller chercher de la rentabilité pour toi. Alors, il y a une question qu'on me pose souvent. D'abord, est-ce qu'il faut faire les travaux soi-même ou est-ce qu'il faut déléguer pour toi? Ça dépend de la personne, ça dépend du projet, ça dépend de trop de choses. En réalité, pour y répondre clairement, moi j'ai commencé par faire mes travaux moi-même parce que je cherchais vraiment le cash flow. Et donc je pouvais pas augmenter la dette pour potentiellement aller faire financer les devis, etc. Donc j'ai limité au maximum au début. Maintenant, je délègue quand même beaucoup plus, ok, parce que je me le permets avec la trésor, etc. Et je me permets entre guillemets de mettre un peu de cash aussi pour aller chercher ça. Mais c'était pas le cas au départ. Donc ça dépend encore une fois du profil de la personne et du projet. La grosse réhabilitation, tu vas pas faire les legs, c'est pas toi qui le fais, quoi. Enfin, les choses que tu peux pas faire, sauf si t'es du métier. Donc je dirais que ça dépend de quelle chose tu veux faire, encore une fois, et de qui tu es. Ok. Quand on veut justement ne pas le faire soi-même, il faut chercher des artisans. Alors, quand on regarde M6 ou la télévision, on peut avoir très peur parce que il y a plein d'émissions qui nous disent que les artisans se barrent au milieu du chantier ou alors font mal les choses et après on est en procédure pendant des années. Ça existe. Oui. Mais concrètement, comment on fait pour trouver un bon artisan? Et est-ce que tu peux nous donner un peu tes astuces, toi? Comment tu as trouvé tes artisans?
Alors, une recherche assez simple en réalité. Je vais toujours appeler plusieurs personnes et confronter les devis et leur dire, OK, alors j'ai un monsieur qui m'a fait ça, pourquoi vous avez ça? Et on confronte comme ça au fur et à mesure. On a quand même un devis qui est à peu près juste par rapport au travail qui est fourni déjà pour commencer. Et pour éviter les trucs, oulala, il est parti, etc. Effectivement, ça peut arriver. Mais comment on fait? On va se prévoir tout simplement tout ça en avance, comme un entrepreneur le ferait. On va s'assurer qu'au départ, il ait une partie parce qu'il en a besoin. Au milieu de chantier, au moyen chantier, voire fin chantier, même plus. Moi, j'ai fait 7 fois, 7 paiements, ok. Selon l'avancement du truc, s'il n'avait pas avancé, je payais pas. Et on met des pénalités de retard. Donc, ça veut dire si le mec, il se barre, il rend pas, donc t'es quand même limité. Et tu payes toujours au moment où il a fourni son travail, sauf au départ où il a besoin de payer quand même, en général, ses fournitures, etc. Donc, c'est une simple façon de se sécuriser, je pense. Après, comment rechercher? Pour mon deuxième projet, je suis passée par un courtier en travaux, parce que j'avoue que j'avais quand même beaucoup de choses à faire et que j'avais beaucoup de choses à faire en termes de travail, donc salarié, etc. à côté. Donc, ça devenait un peu compliqué. J'ai fait les deux. J'ai fait beaucoup moi. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Tout ce que je pouvais, tout le reste, je le faisais déléguer. Donc, je suis passée par un courtier. Pour ceux vraiment qui flippent un peu, encore une fois, il ne s'agit pas de réfléchir qu'en termes de rentabilité aussi. C'est peut-être aussi ta sécurité financière et mentale, parce que c'est important aussi le mental quand même. Et tu peux tout à fait passer par des personnes qui sont professionnelles, mais toujours prendre en compte que plus tu vas chercher une valeur ajoutée dans le travail, et plus tu vas quand même payer. Il faut pas hésiter à payer parfois un tout petit peu plus et pas aller chercher forcément à gratter, parce que moi, je sais que j'ai été beaucoup entourée d'investisseurs, j'ai fait des networks, j'ai fait des séminaires depuis pas mal de temps, et je vois des personnes qui négocient des fois, mais tellement, je me dis, mais l'entrepreneur, il a juste envie de rien faire, c'est normal, ok. Et puis en fait, il perd du temps. Donc en fait, le temps, c'est de l'argent, surtout en investissement, et donc des fois, il faut pas chercher forcément à gratter trop. Je vais m'entourer en général de petits professionnels qui se démarrent, auto-entrepreneurs, et que du coup je lance. Et en fait, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que j'essaie de m'entourer de personnes motivées et déterminées, mais qui commencent parce que je leur fais confiance et que je trouve que c'est comme ça, en général, que humainement on arrive à faire quelque chose, mais en sécurisant toujours derrière. Moi, personnellement, c'est un truc que j'aime bien. En général, en plus, ils sont assez étonnés. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu des mésaventures sur un des projets. Si tu veux que j'en partage, je le partage. Alors, ouais, tes mésaventures, tu peux. Après, il nous restera une petite question, mais vas-y, je t'en prie. Alors, sur la colocation de 3 personnes, en gros, on est en train de refaire la douche, etc. Et c'est vrai que, la salle de bain. Et c'est vrai que sur ce projet-là, c'était un peu le dernier projet quand même. J'étais beaucoup moins présente que tous les autres, et en plus mon conjoint se mettait un peu aussi à la tâche, on s'est mis tous les deux à la tâche quoi, et donc c'est vrai qu'on suivait un peu moins le chantier, chose qu'on faisait, que je faisais et qu'on a fait aussi pour la division des 3 studios. Donc ça on l'a un peu beaucoup moins fait, et le mec en fait à un moment donné est parti en vacances alors qu'il était en retard sur son chantier, et que en fait il m'a eu au téléphone, il s'est dit non, en fait, tu me parles pas comme ça, parce que moi, j'ose un peu la voix quand on se fout un peu de ma gueule. Donc, il part en vacances alors qu'il est déjà un peu en retard sur son chantier. Et encore une fois, il y a des pénalités de retard, hein, donc ce monsieur a perdu un peu d'argent, mais c'est quand même permis de partir en vacances et sans prévenir. Donc, si tu veux, j'ai perdu presque, j'ai pas perdu parce qu'il y avait un différé, mais sur les délais, je perds presque un mois. Un peu moins parce que nous, on commence à faire plein de choses qu'on devait pas faire et qu'on fait du coup dans le process. On se débrouille, on galère un peu, enfin bref, il y a des murs, on casse même un peu du mur. On fait un peu son taf en fait pour avancer quand même quand il y a rien de vacances. Et c'est pour dire que à ce moment-là, en fait, je pense que la seule chose, c'est qu'il s'est dit, c'est une meuf en face de lui, ok, et il se permet un petit peu, alors qu'il avait les pénalités de retard. Donc c'est pour dire, encore une fois, réfléchissez toujours à être pessimiste dans vos plans, même si vous faites certaines choses, et vous sécurisez, parce que vous avez un peu de réseau, vous avez fait votre prévision pessimiste en fait. Donc très important, je pense, de le Alors, noter ici. Max qui dit pas, je m'excuse parce que j'aurais dû répondre. Vas-y. Max qui dit pas mal de conneries depuis le début du live. Personnellement, oui, mais moi aussi. Mais moi, j'aimerais lui répondre parce que c'est pas la première fois qu'il dit pas mal de conneries. Alors, ce qui est assez intéressant, Max, c'est que tu regardes quand même tous les 90 minutes sans filtre. Et je te remercie, c'est cool. Tu me donnes beaucoup de force. T'es fan, en fait. Oui, en fait, il est fan. Oui, mais c'est un fan énervé, c'est-à-dire que. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est voilà. Mais t'es fan et tu sais quoi, je fais exactement à la virgule près ce qu'elle vient de dire. Donc, on est deux déjà à être d'accord sur le sujet. Donc, bon, à mon avis, c'est pas que des conneries ce qui vient d'être raconté. Juste une dernière question sur la banque. Oui, ouais. Moi aussi. Sur la banque, comment tu procèdes toi? Tu prends un courtier ou tu as une banque partenaire que tu utilises depuis des années, la même? J'ai 3 banques. Crédit Agricole, CIC, Caisse d'épargne, ok. Ah oui, je suis passée
Oui, parce que j'ai pas, pour le coup, j'en ai fait des banques. Hein. Et en plus, je vous dis conneries, c'est le LCL, c'est pas le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, j'avais un compte salarié à la base. Le LCL qui m'a bien financé d'ailleurs. Mais peu importe. Je suis jamais passée par un courtier. Je suis déjà allée voir un courtier, ok. Je suis allée voir le courtier, je crois, sur le deuxième projet, et en fait, il m'a dit, mais madame, arrêtez de rêver, vous vous dites que de la merde, c'est pas possible. Donc déjà, pas très bonnes expériences, mais je sais pourquoi. Je sais qu'en fait, il avait juste en tête de signer une résidence principale et pas forcément, je pense, s'embêter avec un truc locatif et bref, aller contacter la banque, machin. Je suis retournée voir là un autre courtier, mais pas sur le même projet. Je saurais plus dire lequel. Mais je sais qu'à ce moment-là, il a appelé la banque, un directeur d'agence, enfin même pas le directeur d'agence, le directeur régional, je ne sais quoi encore. Il contacte la banque et la banque lui dit non mais c'est impossible, c'est impossible. J'ai fait financer ce projet, j'ai pas dit que c'était facile et c'était du coup. Alors attendez, je crois que c'était sur les 3 studios qu'on a fait avec mon conjoint du coup. Je crois que c'était ça. Et pour lui, c'était juste impossible. Alors encore une fois, c'était pas facile d'aller à plusieurs rendez-vous. J'ai dû un peu me battre quand même parce que c'était pas le premier projet, ok. Et il y avait encore une fois beaucoup de travaux. Mais les courtiers ils m'aiment pas, je crois. Je sais pas. Mais c'est comme en live, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gestionnaires de patrimoine. Je crois qu'ils m'aiment pas non plus. Peut-être c'est parce que je dis que le Pinel c'est intéressant pour 0,1% des gens. On a des banquiers et des courtiers dans le live. Il y en a beaucoup qui nous suivent. Vous avez un problème avec Emeline, du coup, messieurs les courtiers, les banquiers? Il y en a quelques-uns aussi. Alors, qu'est-ce que la vérité au final? C'est ta vérité, Max. C'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de partager ce que nous on fait, là en l'occurrence, ce que Emeline fait. Donc, c'est sa vérité. T'adaptes avec peut-être toi. que si tu as une meilleure stratégie, bah écoute, viens en MP. Si tu veux l'exposer pendant 1h30 dans 90 minutes sans fil, ça sera avec plaisir, Max. Il y en a plein des business models, il y a plein de possibilités. Mais vous pouvez vendre des caleçons et être milliardaire, les amis. Le sujet, c'est pas de dire quel est le meilleur business. C'est pas ça qu'on est en train de raconter. On est en train de vous partager. On parle d'investissement. Bien sûr. On est en train de vous partager de comment Emeline a en fin de compte déroulé son parcours et elle répond en même temps à toutes vos questions. Il y a énormément de valeur dans ce live. Merci en tout cas à tous les messages très gentils aussi que j'ai pas souligné, tellement motivant ce live. Il y avait marqué tu es la best, etc. Les amis, pour les 134 personnes qui sont là, la meilleure façon de remercier pour un live comme ça, c'est de vous abonner à mon conseil de poche expert comptable qui fait du super contenu en expert comptable mais pas relou. Je suis désolé hein, Mathieu, mais expert comptable pas relou parce que les experts comptables souvent ils sont relous. Emeline, alors vous l'avez vu pendant 1h30, mais là aussi c'est pas du tout relou pour reprendre le même mot. Et justement, on parle avec des mots simples de l'investissement immobilier. Je t'en remercie. Donc abonnez-vous en masse à Emeline et moi si vous le souhaitez. En masse, ouais. Les 151 personnes qui sont là et moi si vous le souhaitez. En plus d'avoir tapoté sur mon visage, faites attention parce que je commence à avoir la marque. Vous pouvez aussi vous abonner à moi. Il est 22h27. Mathieu, est-ce que tu as encore une question? Ouais, il y a juste en 2 mots, parce que je sais que toi tu le maîtrises, Emeline, je sais pas. Il y avait une question super intéressante qui a été répondue, quelques-uns ont essayé de répondre. Le différé de crédit, parce que je sais que tu as fait quelques vidéos dessus, Imo. Les gens demandaient si j'ai 25 ans, un emprunt sur 25 ans, que j'ai un différé de crédit de 2 ans, est-ce que je vais rembourser le reste sur 23 ans ou est-ce que je vais faire 25 plus 2? Ça décale. 23 plus 2 ou 25 plus 2? Normalement, ça décale de 2 ans. Alors, ça va dépendre. Non, tout est écrit dans ton contrat, mais moi, personnellement, sur mon dernier différé qui date de début d'année, c'est sur 20 ans et c'est resté sur 20 ans. Et en fait, les intérêts intercalaires, tu vas les payer au bout des... Moi, c'est 18 mois de différé. Ah bah voilà, Yacine dit 25 plus 2. Mais moi, c'est pas du tout ce qui est écrit dans mon contrat. Donc Yacine dit ce que toi tu dis. Ça dépend, je pense, ouais. Moi, tu les répercutes plus ou moins sur la détention. Ouais, mais moi, c'est full parce que je pouvais pas aller au-delà de 20 ans, donc ça se répercute à un moment à la fin du différé. Voilà. Ça dépend de ton endettement. Bon, bah voilà. Je pense il doit y avoir les 2 méthodes. Tu peux faire 23 ans et 2 ans de différé. Ça se négocie. Voilà. Mathieu, ouais. On a posé toutes les questions. Est-ce qu'il te reste une question peut-être à poser à Emeline? Sinon, il est 22h29. Moi, je voulais poser une question, Emeline, parce que ça m'a tracassé. Oui. On va en profiter. Il vous reste 1 minute, les amis, pour tapoter. Si on peut arriver à 30 000 likes pour Emeline, ça serait sympa. Alors, globalement, elle est au milieu du classement et elle a battu pas mal d'anciens collègues. On n'a pas le record, Emeline, mais tu en as battu 2-3. Likez là. C'est ici pour liker. Moi, ma question, elle est simple. Alors, ça va se rapprocher un peu de mon métier, mais depuis le début, au début, tu as dit que tu n'avais pas d'expert comptable. Et au vu de tout ce que tu as,
Est-ce que, alors parce que est-ce que tu veux signer chez moi? Non, je rigole. Non, mais ça serait un plaisir. Mais est-ce que, alors toi, tu maîtrises sûrement la fiscalité, tu maîtrises. Est-ce que déjà première question, est-ce que ça te prend pas trop de temps? Et deuxième question, est-ce que tu conseilles aux gens de le faire soi-même? Parce que je veux dire, c'est quand même très complexe. Je conseille pas spécialement parce que je pense que c'est une énergie que beaucoup de personnes n'ont pas envie de mettre. Après, en soi, je dirais pas que ça prend beaucoup de temps, mais parce que c'est de la procédure, donc c'est pas en réalité compliqué. Mais par contre, dès que tu vas avoir plusieurs SCI, etc., de toute façon, oui, pour moi, c'est obligatoire de passer par un comptable. J'en ai un, je précise quand même qu'il y en a un pour la holding et les différentes SCI, grâce à la reprise d'entreprise. Donc ça fait 2 ans et demi, j'ai changé en gros entre temps. Ok. C'est clair. Je pense que si. Bon, très clair. Il est 22h30. On a passé 1h30 ensemble. C'est passé hyper vite. Je te remercie pour ton énergie, pour toutes les réponses aux questions. Franchement, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Moi aussi. En tout cas, Merci. de mon côté. Mathieu, ça a l'air aussi. Tous les gens dans le live le disent, mis à part les fameux Max. Max qui est toujours là. Hein. J'en ai toujours, moi, des Max dans les lives. Des Max, on en a plein. Ils viennent même en MP maintenant, les Max. Mais non, mais le pire, c'est que, petite info comme ça, moi, je suis venue à partager mes liasses fiscales. Je suis venue à faire des trucs. Et en fait, j'ai compris que t'as beau montrer tout. Oui, ça sert à rien, en fait. Il y a des gens qui veulent pas. Non, mais c'est pour ça, moi, je montre rien. Limite, c'est pas grave. Je pense qu'on va arrêter de montrer. J'arrive à la fin, dommage. Bah, écoute, Thibaut, ça tombe bien parce que tu me fais l'intro de ce que j'allais dire. En fait, ce live va être en rediffusion sur YouTube, les amis. Donc, n'hésitez pas à venir. Donc, ça se passe sur mon compte, sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Alors, à moi, à toutes les personnes qui étaient là. Donc, oui, il sera disponible en replay, tout à fait. Alors, c'est tous les lundis à 21h, comme c'est écrit au-dessus. Je vous ai mis un peu plus parce que Emeline était au-dessus du truc. Donc, Emeline est avec nous ce soir. C'est tous les lundis à 21h. Les amis, la semaine prochaine, Mathieu, je te laisse annoncer l'invité de la semaine prochaine. Alors, parce que c'est ton chouchou. Ouais, je voulais en parler en plus parce que tu vois, Emeline, la personne qui vient la semaine prochaine, elle est comme toi. C'est un hyperactif. Et quand il reste 90 minutes sur un live, il est encore là en train de mettre des cœurs. S'il est là 90 minutes, c'est que l'intervenant est de qualité. Parce que sinon, il reste 10 minutes, il troll, il pose ses blagues et il se casse. Il nous sert d'indicateur. Et quand il est là tout le long, c'est que ça a été de la qualité. C'est que ça a été de la qualité, ouais. C'est son échelle de qualité à lui. Hein. Après, est-ce que c'est ouais. Parce qu'il y a des max, ils n'ont pas la même échelle de qualité, tu vois. Et du coup, bon ben voilà, c'est SolarZen. Et alors là, on change un peu de registre, on reste dans l'immobilier. Mais c'est pour vous montrer aussi qu'on touche un peu à tout ce qui tourne autour de l'immobilier. Donc SolarZen, pour ceux qui ne le connaissent pas, Willy, il a une société de panneaux solaires. Donc il va nous expliquer les intérêts. Alors on va le faire de façon très large, mais il va nous expliquer quel est l'intérêt de mettre des panneaux solaires et peut-être un peu plus en profondeur. Peut-être qu'il aura d'autres choses à nous dire. On le laissera s'exprimer. Mais en gros, voilà, c'est ça l'idée. Il dit qu'on peut faire de la renta, il le dit dans les commentaires. Alors lui, il le revendique même, Mathieu, j'allais dire. Lui, il revendique et on a fait déjà des lives avec lui. Il est très intéressant. Il a une société qui marche très très bien. Pour le coup, allez suivre son compte dès maintenant parce que vous allez voir que c'est hyper intéressant. Il a aussi la notion de tueur de Linky. C'est d'ailleurs assez parlant ce terme-là. SolarZen, il a d'abord une entreprise qui marche, mais il dit que le panneau solaire est un investissement qui il le même en face de l'immobilier comme un investissement plus rentable que l'immobilier. Donc ça va être assez intéressant. Je serai là. Ça va être assez intéressant de l'écouter. Et donc ce sera la semaine prochaine, même heure, même jour, lundi, 21h. Emeline, c'était vraiment un réel plaisir de t'avoir ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée à tous. C'était 90 minutes sans filtre, épisode numéro 7. Et à la semaine prochaine. Et les amis, avant de partir, abonnez-vous aux 3 personnes qui sont là parce que vous avez 3 contenus 100% gratuits. Emeline, pardon, je t'ai pas demandé, mais excuse-moi, j'ai fait une faute. Vas-y. On peut te retrouver sur quel réseau et où? À quel nom? Sur TikTok avec Emeline Mas et sur Instagram, pareil, Emeline Mas. C'est simple en réalité. Je sais pas si je peux montrer.
parce que j'ai Et mon autre téléphone. les gens peuvent te contacter comment s'ils veulent te parler? Alors, Comment ça se passe? idéalement en DM Instagram parce que je peux absolument rien t'envoyer. Enfin, c'est plus compliqué sur TikTok, mais on peut venir aussi en DM TikTok. J'ai réactivé, je savais pas comment faire à la base. Bref, la meuf elle a plusieurs mois sur les réseaux, mais bref, tiens, merci du coup. Et donc sur Instagram, à Emeline Mas, vous avez cette petite photo normalement si entre temps je ne change pas. Et je vous réponds en DM. J'essaie de répondre au maximum tous les jours. Je prends vraiment mon temps. Pour essayer de vous répondre sur ça. Donc n'hésitez pas. Et puis en général, on fait aussi quelques rencontres, on parle un peu d'autres domaines. J'essaie vraiment, je vous dis, de répondre en temps et en heure. Et ça peut être cool, justement, les choses que je ne sais pas et j'en apprends plus. Et ça c'est aussi sympa. Merci beaucoup, Emeline. Et l'after. Et oui. Alors, Emeline, Mathieu est rentré des États-Unis, donc ce soir il y aura l'after de 90 minutes sans filtre sur le compte de mon conseil de poche, comme d'habitude les amis. Donc vous allez retrouver plein d'autres. Coach Imo sera peut-être là, enfin tous les habitués de l'after, parce que l'after a presque des fois de meilleurs stats que le live en question. Oui, parce que ça part totalement en sucette. Donc je vous souhaite. Dès que tu fais un peu de compte, ça marche un peu mieux. Très très belle soirée. C'était 90 minutes sans filtre, épisode numéro 7. À la semaine prochaine avec Solar Zen, les amis. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde.